الزول في اللون سيا وسيا يوث تذيويني ثاون داوية هات تم زوروث يلين يا كيكين سيدي ويني ندناوي غافين يشدن غا السيرتي تكاد ثموث من الجزائر لدغايني ديسدون تفرانين نسلوي تكين إديوزان سي شوطنبر سي دوجنبر شوطنبر 2024 ديالين ذي 2000 بواساكين وكيرن فينا غمزوارو نبوير ذا سفيان جيلالي ذا سلواي نو كافان من قرن ثوركا جيل جديد تسوثان ثمانوث نا نوفال جينيراسيون يذكر ديما نيسكاري كنا ديال يا ام سي زوار نا غير من قرن فرانسيس دي كونديدا اثراني نكير نسلويتي دي سدون 12 دجنبر 12 دجنبر ديوغالي نخشو طنبر 2024 زوف لك مس سفيان جيلالي أزول في اللون. السلام عليكم. هكا قبل أن نروح السلقايتي سقسيا سفيان جيلالي هاد سميك كان ذا كاز نسيرثيس يقولوا لن ذي 58 ذي بليدا ماشا غاسو لما غنتسا يفرغ تسير تواشول تيك توسن داك كي الجزائر تمناق ذاك لا دغا امس كي توسن دان كاز الدين يتقدر نطاس 80 الجزائر عبد الرحمن الجيلالي ناقص سيس ميسي كملان يمذن الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي يقولوا لنا 1908 ويموت في 2010 ذي الجزائر ثماناق سفيان الجيلالي يفدا مشوار السرسان ذو كافان مازمات دين القبائلي كافان السينو تزايرين لو بارتي دو رونوفو الجيريان إلا يسلحاي نور الدين بوكيرو حكا تزرام مشار يغال 2012 يسلل اكابارينس مسمى اثيك نظام تسوثا ثمانينوث الجيل الجديد هذه 2013 قال لي تسكي 14 قال لي تسكي 80 2014 مشى دي ثقرا يغال يجبد ديما نيس يجبد إيمانيس ويتيلي غادي ثرانينا كي أشكر مير بوتفليقار يجرد إيمانيس الموندا ثيس ربعة دانش كير يكيد كيني إنسان لو سفيان جيلالي donc je viens de vous définir de raconter brièvement votre parcours politique. Est-ce que je me suis trompé peut-être de date, non? Anna, ce que j'ai pu comprendre, normalement, c'est bon. Normalement, Voilà. c'est bon. D'accord. Donc c'est bon. Donc, qu'est-ce que c'est Wamzouaro? وفن السيناري بس جيل سفيان إيوا شو أكبرينس في كيس كان اسم تعرف كي الجيل الجديد وسيف كيرا اسم تقبلي ثمانوث ما كيسيون c'est par rapport au nom de votre parti politique qui est en la langue arabe classique, Djil Jadid, et pas en Tamazirt, alors que je sais que dans votre parti, il y a des Kabyles. Donc, est-ce que c'est un choix idéologique, Monsieur Djilali? Non, non, absolument pas. C'est pas un choix idéologique. Dil Jadid ou Dil Jadid, yani, c'est juste yani, pour formaliser la dénomination. Mais en Tamazirt, c'est Djil Jdid. Donc, ça revient un peu au même, je pense. Par contre, bon, c'était pour sortir un peu des dénominations classiques avec parti ou la union, ou là, c'est un petit peu aussi du marketing. Mais derrière ça, il y a une véritable notion, non pas idéologique, mais programmatique. Mhm. C'est un problème qu'on pose d'emblée avec la dénomination du parti comme étant un besoin réel pour l'Algérie de passer à quelque chose de nouveau. Ce n'est Mhm. pas quelque chose de neuf seulement, mais d'une nouvelle génération. Je m'explique. On peut très bien produire une voiture neuve, mais qui a été conçue il y a 30 ans. Et on peut construire quelque chose avec un nouveau concept. Mhm. Et Djil Jadid, c'est un parti qui fonctionne autrement, qui a d'autres ressorts philosophiques, j'allais dire, mais loin des idéologies. Au contraire, c'est apporter quelque chose de plus à ce qui existait sans annuler ce qui existait. Parce qu'il ne s'agit pas de faire tabula rasa. Très Mhm. souvent, les hommes politiques ont envie de tourner la page ou de l'effacer. Non, je pense qu'un pays a une histoire, il a une profondeur historique et il ne faut pas tourner la page, il faut construire quelque chose de plus
avec les matériaux de base. Donc l'idée, c'est que on rentre dans une ère qui est nouvelle forcément, contemporaine, qui est moderne, mais il ne s'agit pas de construire quelque chose in abstracto, c'est-à-dire on se coupe du passé et on crée quelque chose de complètement nouveau, artificiel. Donc voilà un peu ce qu'il y avait derrière le concept de Gil Jadid. Ok, donc juste une petite remarque entre parenthèses. Vous avez dit qu'en kabyle, on dit Jil Jdid, mais avec le kabyle ou bien le amazigh académique, on dit Fessousat Maïnout. J'espère que peut-être vous allez prendre en considération dans le logo de votre parti, inclure cette composante amazigh dans le nom de votre parti. Ça, c'est juste Mais entre c'est écrit parenthèses. Antifina aussi. Sur le D- logo, c'est écrit Antifina D'accord. systématiquement. Ok. Voilà. Euh, C'est une langue officielle et nationale. Malheureusement, tout le monde ne la pratique pas. oui. Mais c'est ainsi. Hein, toutes les grands pays où il y a beaucoup de richesses, beaucoup de richesses culturelles, de richesses linguistiques. Tout le Mhm. monde ne parle pas toutes les langues à la fois. Si je prends un exemple, l'Inde, il y a 28 langues hein, qui sont pratiquées, 28 États. Et, donc, voilà, c'est une richesse pour nous Tout tous. à fait. Il faut la considérer, lui donner toute sa place et travailler en symbiose avec toutes les composantes de la nation. Tout à fait. Il y a l'Afrique du Sud, tu sais, qui a 11 langues officielles qui sont toutes sur le même pied d'égalité en termes de moyens et en termes de pratique de terrain. Donc, je ne cite pas d'autres pays comme la Suisse qui a 4 langues, la Belgique qui a 3 langues, le Canada qui a 2 langues. Donc, c'est un autre sujet. Peut-être on en reviendra à un sujet. Maintenant, ce qui nous intéresse, Monsieur Sofiane Djilali, c'est l'actualité. L'actualité, donc vous étiez parmi les premiers qui se sont lancés dans la candidature aux élections présidentielles à venir. Ma question, c'est que pourquoi participez-vous à ces élections présidentielles algériennes? Avez-vous cette assurance, cette garantie d'accès aux médias lourds avec le même temps d'antenne que le candidat du régime qui, a priori, n'est pas tout à fait connu, même si par-ci, par-là, on parle de Abdelmajid Tebboune. Bon, en réalité, je ne me suis pas porté candidat jusqu'à présent, donc j'ai bien explicité que d'abord la candidature ne relève pas d'une ambition personnelle. S'il devait y avoir candidature, il faut bien entendu avoir la volonté par le parti lui-même, mais au-delà du parti, parce que vous savez bien qu'un président de la République, un candidat à la présidence de la République, doit quand même avoir un minimum de rassemblement autour de lui. Et donc, ça va au-delà de son propre parti. Donc, c'est un processus qui n'est pas du tout à son terme. D'ici la fin du mois, on a une réunion interne du conseil politique de Gil Jadid. La mi-mai, il y aura très probablement une conférence des cadres pour avoir vraiment l'avis de la base. Et puis ensuite, si on doit s'orienter vers une candidature, il faut bien sûr élargir le champ. Il ne s'agit pas de se présenter juste sous le parapluie de son propre parti, simplement. Donc c'est un travail qui nous attend. On verra ce que nous donnerons les semaines à venir. Par contre, est-ce qu'on a toutes les garanties? Non, il y a pas, on n'a pas les garanties jusqu'à présent. Et vous savez, un scrutin, nul ne peut vous donner toutes les garanties. Il faut un minimum, bien sûr. Il faut que l'État joue le jeu, c'est-à-dire qu'il ouvre les grands médias, qu'il permette à ce moment-là aux potentiels candidats de s'exprimer, de se préparer, parce qu'être candidat, ça signifie également derrière ça mobiliser une partie de la population, pouvoir recueillir les signatures qu'il faut et pouvoir avoir un minimum de moyens logistiques. Et tout cela, c'est pas facile pour un jeune parti qui n'a jamais été au pouvoir, qui n'a jamais participé au pouvoir. Et vous savez, la situation en Algérie, en fait, c'est un apprentissage autant pour les hommes politiques que pour la population. La démocratie, ça se construit, ça s'apprend et ça vient avec le temps. Donc, voilà, c'est un processus auquel nous participons, mais en toute conscience, en toute liberté, par rapport à des objectifs clairement dits et transparents. Si mes souvenirs sont bons, Monsieur Djilali, vous avez déclaré à maintes reprises que
le 22 février, qui est le début du Hirak, le mouvement des Hirak, c'est un nouveau départ. Est-ce que vous maintenez toujours cette affirmation? Et deuxième volet de la question, est-ce que vous considérez, avec tout ce que le régime en place subit comme débâcle, aussi bien dans la non-intégration au BRICS, qu'avec tous les problèmes qu'il rencontre avec les pays du Sahel, même y compris les pays arabes, un peu partout dans le monde, pensez-vous que le mouvement des Hirak affaiblit le régime à l'interne et aussi bien à l'interne qu'à l'externe, à l'international? C'est beaucoup de questions à la fois parce que vous touchez à des dossiers, j'allais dire, extrêmement importants. On va commencer par le Hirak. Mhm, Je pense sincèrement que le 22 février 2019 restera comme une date marquante et essentielle pour la suite des événements dans le pays. mhm, Euh, C'était la première fois depuis très longtemps que le peuple s'est mobilisé de cette façon. Et ce mot qui est très souvent utilisé un petit peu n'importe comment, tout le monde parle du peuple, mais le 22 février 2019, nous avions vu un peuple. Parce que mhm, le peuple, c'est lorsque les citoyens se réunissent autour d'un mot d'ordre, et ce mot d'ordre était non au cinquième mandat. Il fallait absolument qu'on sorte du régime de Bouteflika et qu'on s'ouvre sur quelque chose. Et je pense que de ce point de vue, le Hirak a réussi. Il a réussi totalement puisque en réalité, on a vu qu'à la suite de ce 22 février, d'abord, il y a eu cette présence magnifique de toute la population, de toutes les couleurs, de toutes les régions, de tous âges, autant les hommes que les femmes. Et ça, c'était très significatif. Ça signifie que les Algériens ont cristallisé leur identité. Nous sommes Algériens avec nos différences, avec nos qualités, nos défauts aussi, il faut le dire. Mais c'était extrêmement important que les Algériens aient cette même envie, ce même désir, cette même volonté de changement. Et il y a eu ce changement. Bon, le Hirak a duré quand même une année, à peu de choses près. Et peut-être que au fur et à mesure, il y a eu quelques changements à l'intérieur du Hirak. Et c'est normal. Quand un mouvement populaire dure dans le temps, petit à petit, il s'agrège autour de quelques figures, il s'agrège autour de quelques discours. Et puis, vous avez des interférences, vous avez des réseaux qui interviennent, etc. Et je pense autant il avait été extraordinairement spontané, ouvert, comment dire, optimiste au début, autant à la fin, il commençait à devenir un peu frustré, un petit peu rigide, il commençait à se radicaliser, etc. Et là, il y avait un risque. Pour le pays, il y avait un risque parce que vous savez, les dérapages peuvent petit à petit survenir et c'est des engrenages. Donc, le peuple est d'une très grande sagesse, mais les foules peuvent devenir pas très contrôlables, hein. Donc, voilà, le Hirak a obtenu le principal. Après le Hirak, le pays se retrouvait face à un vide et il fallait le reconstruire. Pour reconstruire, il fallait probablement calmer le jeu, il fallait restabiliser la situation. L'Algérie n'est pas sur une île, hein. Nous sommes dans un contexte géopolitique extrêmement labile, sensible aux variations. Il y a d'énormes intérêts autour de nous, des intérêts géopolitiques, des intérêts géoéconomiques. Les enjeux sont énormes et il fallait absolument que l'État algérien se stabilise. Je pense que cette période-là a été relativement bien faite. Et ensuite, on doit passer à une autre étape. Elle est un petit peu en retard de mon point de vue, mais elle devra arriver. C'est l'étape de la construction d'un véritable changement, mais qui est réfléchi, qui est pensé et surtout qui rassemble. Il faut penser les plaies. Il y a trop de cicatrices que nous traînons depuis maintenant trop longtemps. Pour certaines, peut-être depuis 62, beaucoup depuis les années 90, énormément, mais aussi après les années 90.
Et donc, il faut repenser cela, il faut cicatriser, il faut retrouver un, euh, une ambiance nationale qui favorise le développement, l'avancée, la sécurité, le respect, etc. Il faut qu'on sorte d'un climat anxiogène qui peut être à l'origine de beaucoup de violences, exprimées ou non exprimées, parce que cette violence, elle est très souvent, se retourne contre les personnes elles-mêmes. Vous voyez combien il y a de maladies psychosomatiques. Vous avez un nombre d'Algériens incalculables qui sont hypertendus, diabétiques, qui font des ulcères gastriques. Tout ça, ça vient de ce mal-être, de ce malaise et de cette violence qui se retourne contre soi. Donc, il faut expurger tout ça et il faut remettre en avant cette dimension solidaire, cette dimension franchement qui est humaine. Et d'ailleurs, ce sont ces relations humaines qui font cette caractéristique des Algériens par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et c'est ce qu'il faut retrouver. Et là, une direction politique consciente de ces enjeux peut donner cet espoir-là, peut recréer cette atmosphère-là, peut remettre en place les conditions de ces retrouvailles, mais avec un objectif stratégique qui est de construire le pays, le construire à tous les niveaux, au plan de l'organisation étatique. Comment on organise notre État? Comment il doit faire émerger les élites? Comment libérer les initiatives? Nous devons savoir aussi comment organiser notre économie, comment développer l'économie, aller vers des taux de croissance réels, importants, progressifs. Il s'agit aussi de savoir comment construire le moi national, c'est-à-dire notre identité nationale, sur quelle base, avec une éducation, avec une formation, avec beaucoup de travail sur le plan de la prise de conscience et avoir un esprit algérien, mais de qualité. C'est-à-dire, on propose aux Algériens de dépasser leurs limites, de dépasser ce qu'il y a aujourd'hui pour faire quelque chose, un dépassement positif, qualitativement positif. Donc, voilà un peu en gros, l'Algérie a toutes ses caractéristiques, a tous ses atouts. Il faut maintenant les jouer convenablement parce que sinon, le monde contemporain est un monde extrêmement dur qui ne permet pas aux faibles de survivre. Merci, docteur Sofiane Djilali. Je repose autrement peut-être le deuxième volet de ma question. C'est vrai, j'ai posé plusieurs questions à la fois. C'est par rapport toujours à ce moment des Hira que certains disent qu'il a raté son objectif, à savoir le changement du système. Le changement du système qui n'a pas eu lieu, même si j'ai dit comme quoi le Hira qu'il a affaibli le régime sur le plan interne parce qu'il a du mal à trouver une stabilité, mais aussi à l'international. Et je citais l'exemple du BRICS. Le BRICS, Oui, c'est clairement, il a montré la faiblesse du régime algérien par rapport à son adhésion au BRICS, malgré l'implication directe du président Tebboune et de son offre d'une contribution d'1 milliard ou plus même à la banque de BRICS. Et ceci sans parler de plusieurs dizaines de millions de dollars qu'il distribue par-ci par-là pour la Palestine, pour la Tunisie, pour les pays d'Afrique, etc., pour acheter une certaine légitimité. Mais malgré tout ça, il se retrouve pratiquement isolé de toutes parts. Donc, est-ce que vraiment le Hirak, c'est lui qui a causé cette instabilité au niveau à la fois interne et externe? bon, si on passe sur le volet international, c'est un dossier beaucoup plus lourd. Mhm, Tout le monde sait que depuis la maladie du président précédent, l'Algérie s'était retirée un peu de la scène mondiale. mhm. L'Algérie n'était plus représentée au niveau des conférences internationales, ni au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, ni au niveau de l'Union africaine, etc. Ça n'a pas Et changé avec Tebboune, hein? C'est oui, pareil. et petit à petit, l'Algérie avait perdu son influence, elle avait perdu un peu ses contacts, parce que vous savez que les autres pays ont renouvelé leur personnel politique. Beaucoup d'hommes politiques en Afrique, en Europe et ailleurs, qui connaissaient les hommes politiques algériens, les diplomates en particulier dans les années 70, 80,
ne sont plus là. Et entre-temps, l'Algérie s'était enfoncée dans les années 90 dans un terrorisme meurtrier euh, qui a fait beaucoup de mal au pays. Puis les 20 années du régime Bouteflika où il y a eu des changements dans le monde, mais qu'on n'a pas su enfourcher. Bon, depuis, c'est sûr qu'il y a une tentative de retour sur la scène internationale, mais ça se fait difficilement. Parce que déjà, il y a eu une désertification au niveau des hauts responsables algériens. Le régime a pratiquement phagocyté et détruit toutes ses valeurs internes par un phénomène de concurrence, élimination systématique, puisque chaque président qui venait mettait en place son équipe et liquider les hauts cadres du pays au fur et à mesure. Et là, on a perdu énormément, énormément de matière grise. Et en même temps, le système n'a jamais créé une dynamique de changement interne dans les ressources humaines, dans tous les domaines, dans la diplomatie, mais aussi dans le secteur économique, financier, etc. On pourra en reparler. Donc, au final, l'Algérie s'est retrouvée un peu démunie. On est orphelin sur le plan international, à part quelques accords importants, stratégiques avec les uns ou les autres. Il est vrai que l'Algérie est restée en contact un peu avec tout le monde, mais un contact très faible où on voit qu'il n'y a pas de grands projets, il n'y a pas de grandes évolutions. Maintenant, il y a eu la tentative de s'inscrire dans les BRICS. Personnellement, j'étais favorable à ce qu'on fasse cette démarche. Malheureusement, elle n'a pas abouti. Et maintenant, il ne faut pas le reprocher aux autres. En fait, c'était un moment où il faut faire son introspection. C'est-à-dire, l'Algérie doit faire son bilan. Où c'est qu'on a fait des erreurs? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Où c'est qu'il y a lieu de changer certaines méthodes, peut-être de revoir certaines de nos conceptions? C'est ce travail-là qui doit être fait. Un échec doit vous permettre de réviser ce qui ne fonctionne pas et non pas de se plaindre ou de penser que les autres ne nous aiment pas en particulier. Ben, s'ils ne nous aiment pas, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui fait que les autres ne sont pas d'accord avec nous. Donc, c'est à nous de revoir qu'est-ce qui se passe. Il faut avoir ce courage-là d'affronter notre présent, mais aussi peut-être notre passé pour construire un avenir. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, ce sont des échecs relatifs aussi. Hein. Beaucoup d'autres pays auraient voulu s'intégrer au BRICS. Ça ne l'a pas été cette fois-ci. Lorsqu'on voit les 5 pays, en fait 6 pays à l'origine, qui ont été rajoutés au BRICS, on voit bien que ce sont essentiellement les pays autour du Golfe arabo-persique. C'est-à-dire, il y a eu l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats, chacun pour des raisons très précises, ainsi que l'Égypte. Donc, ces 3 pays arabes et plus l'Iran, pays musulman, mais d'origine perse ou essentiellement perse, il fallait, pour la Chine et la Russie, stabiliser absolument le Proche-Orient. Parce que c'est depuis le début de l'histoire, si j'ose dire, depuis en tout cas l'Antiquité, le Proche-Orient et le passage, le lien entre la Chine et l'Inde, l'Asie principalement, avec l'Europe, mais c'est aussi une source extrêmement importante d'hydrocarbures pour la Chine. Et la Chine et la Russie ont un besoin absolu d'un point de vue sécuritaire, sur le plan économique, mais sur le plan aussi militaire, de sécuriser cette zone-là. Et donc, ils ont préféré attirer à eux autant l'Arabie saoudite que les Émirats arabes, qui est devenue une plaque tournante d'un point de vue financier, avec l'appui de l'Égypte en puissance humaine pour stabiliser cette région. Il y a eu l'Éthiopie, mais comme chacun le voit, l'Éthiopie, c'est aussi en liaison avec la mer Rouge. Donc, c'est toute cette zone-là qui a été intégrée. Quant à l'Argentine, ça a été une tentative, mais qui a avorté. Je pense que c'est le Brésil qui voulait avoir un allié en Amérique du Sud, mais les élections qui ont apporté le dernier président, Milei, a fait changer, a redistribué les cartes et donc l'Argentine s'est retirée
au moins momentanément du groupement. Donc l'Algérie, sa position géostratégique n'apportait pas un véritable plus aux besoins des BRICS. Et donc, je pense que c'est pour cela qu'ils ont reporté l'étude du cas Algérie. Mais c'est à nous de persister. Je pense que le monde est en train de changer de configuration. On passe d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire. Et l'Algérie doit absolument trouver sa place dans ce monde multipolaire. Je reste à peu près dans ces pays dont vous avez cité, les 5 pays qui ont intégré le BRICS, les nouveaux. Donc, je mets l'accent sur beaucoup plus l'Éthiopie, qui est à peu près dans notre continent, le continent africain. C'est un pays qui est pas pour des raisons politiques, comme vous l'avez mentionné par rapport à l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Iran. Mais ce pays-là, je pense il a récolté le fruit de son sérieux en termes de réformes politiques qu'il a introduites, en termes de la laïcité qu'il applique sur le terrain, en termes de la reconnaissance linguistique de toutes ces langues sur le terrain. Donc, il a réformé son État de sorte à aller vers un État de diversité, de démocratie qui lui a fait valoir le respect auquel on lui a donné. Donc, l'Algérie pourrait jouer ce rôle-là si elle a entamé à temps peut-être les réformes, chose qu'elle n'a pas fait malheureusement. Donc, Je, est-ce que vous partagez ce point de vue? je ne pense pas que ce soit le problème sociétal ou même de régime politique. Vous savez bien que la Chine, la Russie, même l'Inde ne s'immiscent pas dans les choix internes des différents États. Ça, c'est le comportement de l'Occident en général. Les États-Unis, l'Europe occidentale imposent au pays des réformes, mais des réformes sociétales. D'abord, ils exigent l'ouverture du marché de manière à ce que leurs multinationales interviennent. Ensuite, ils veulent mettre les lois extraterritoriales qui doivent s'imposer à ces pays. Ensuite, ils leur exigent une forme de démocratie en fait dans laquelle eux, avec leurs moyens, ils interfèrent directement. Ensuite, ils obligent à prendre des politiques sociétales, par exemple, favoriser le LGBTisme et des histoires comme ça. La Chine, la Russie sont très loin de ça. Eux, ce sont des États extrêmement forts. Ils veulent avoir des États en face d'eux qui soient sérieux, avec lesquels ils peuvent s'engager, donc qui soient stables, mais qui en même temps interfèrent dans leur politique stratégique. L'Éthiopie est une porte ouverte pour la Chine de manière à ce qu'elle rentre en Afrique de l'Est, toute la corne de l'Afrique. La Chine a beaucoup investi en Éthiopie, malgré que l'Éthiopie ne soit pas totalement stable. Il y a des troubles très récemment, encore c'était avec l'Érythrée, il y a des troubles internes même à l'Éthiopie. Leur PIB n'est pas aussi important que celui de l'Algérie. L'Éthiopie aussi a un problème à cause des sources du Nil par rapport à l'Égypte, etc. Donc c'est une zone extrêmement sensible, mais on voit bien que les BRICS, donc les grandes puissances émergentes, veulent prendre en charge toute cette région parce qu'ils doivent aplanir les problèmes politiques entre ces pays, apaiser la situation. Vous avez vu que c'était la Chine et la Russie, bien sûr, qui ont intervenu pour rassurer l'Arabie saoudite dans ses relations avec l'Iran, et ils ont réussi à leur faire passer un contrat moral, on va dire, mais en tout cas, ils se sont entendus sur une nouvelle politique de voisinage. Alors que personne ne s'est intéressé à est-ce que l'Iran est une théocratie ou non, est-ce que l'Arabie saoudite, elle est wahhabite encore ou non, est-ce qu'il y a des élections ou non. Ça, c'est à la limite secondaire pour les BRICS, puisque dans la philosophie, dans l'approche des BRICS, c'est que ils travaillent d'État à État, mais ne s'immiscent pas dans les affaires internes aux États. En réalité, si vous réfléchissez, ils reprennent un petit peu ce qui avait été fait au XVIIe siècle en Europe, puisque les accords de Westphalie de 1648 avaient définitivement opté pour qu'il y ait des frontières reconnues par les différents pays qui composaient à ce moment-là l'Europe, et que chaque souverain ne s'occupe que de son pays, il ne s'immisce pas dans les affaires des autres,
Et à ce moment-là, l'Église catholique ne devait plus intervenir dans les affaires internes des États, d'où les premiers pas de sécularisation des États et l'émergence des États-nations. Mhm. Donc, en réalité, le monde occidental et à leur tête les États-Unis, depuis la chute de l'URSS 1991, ils ont voulu créer un monde unipolaire qu'ils dirigeraient de manière pratiquement au-dessus de tout le monde, au-dessus des lois. Et ce qu'on voit de toute façon aujourd'hui, ce que font les États-Unis avec Israël, le droit international ne compte plus, même le droit humanitaire ne compte plus, les droits de l'homme ne comptent plus, rien ne compte au-delà de l'intérêt premier de ces puissances. Et donc, il y a tout un problème idéologique derrière qui n'est pas encore très visible pour tout le monde, mais c'est le mondialisme. Et il faut faire une différence entre le mondialisme et la mondialisation. La mondialisation, c'est cette capacité d'échange et d'ouverture dans le monde, les échanges entre les pays, la circulation des hommes, des capitaux, de l'information, etc. Ça, c'est excellent parce que les cultures s'ouvrent, s'enrichissent, on apprend de l'autre, on s'entraide, etc. Le problème, c'est le mondialisme qui est une idéologie qui veut que un gouvernement mondial gère le monde à travers une idéologie qui est aujourd'hui visible. C'est l'idéologie dont on a parlé un peu tout à l'heure, qui passe par la gestion de la santé par les groupes privés, la gestion de l'écologie, la gestion du carbone et du climat, la gestion ensuite des hydrocarbures. Et petit à petit, on est rentré dans une gestion totalement centralisée par ceux qui détiennent les capitaux dans le monde. Et donc, le monde devient de plus en plus le monde des marchands, le monde des financiers, le monde de ceux qui ont le pouvoir sur le matériel. Et petit à petit, on efface les identités, on efface les dimensions spirituelles des peuples, on efface ce qu'on dit le conservatisme, c'est-à-dire on détruit la famille, on détruit les nations, etc. Donc, c'est là où il y a un problème de fond qui se pose. Et à travers les briques, ou les BRICS plus maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un affrontement qui est en réalité d'ordre idéologique in fine. Euh, pour changer, parce que j'ai d'autres questions par rapport à ça, mais on ne va pas tarder trop parce que je dois passer à d'autres volets, notamment la question suivante. Est-ce que Dr Sofiane Djilali prend-il un changement de système politique en Algérie et qu'il ne trouve pas que la faillite politique dans laquelle se trouve actuellement l'Algérie est due au jacobinisme hérité du système colonial français? Oui, l'Algérie a besoin vraiment d'un renouveau. Je vous le dis en face dans cette émission, mais je l'ai dit aussi sur les médias publics algériens, à la chaîne 3 ou à la télévision nationale. J'assume complètement le fait que l'Algérie a besoin maintenant de revoir les fondements sur lesquels elle s'est construite. Ils avaient peut-être leur raison d'être à un moment donné, parce qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Il n'était pas possible, vu la situation générale du pays en 1962, l'analphabétisme qui était majoritaire dans le pays, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de tradition politique ouverte, démocratique, etc. C'est l'histoire de l'Algérie. Et c'est clair que l'Algérie s'est construite autour de ceux qui avaient fait la révolution. C'est eux qui ont pris en charge le pays. Ceux qui ont fait la révolution, c'était des Algériens déclassés du temps de la colonisation qui avaient pris des armes. Donc, c'était des hommes en armes qui, à partir de 62, sont devenus l'ANP, en réalité, pour une grande part d'entre eux. Et bien sûr, il y avait le volet politique. Le système, c'est ça notre histoire. Il faut l'assumer complètement parce qu'il n'y avait pas d'autre passage. Maintenant, est-ce qu'il faut que ça se perpétue de cette façon? Je pense qu'il faut arriver maintenant à mettre en place une véritable élite dans le pays. Une élite qui a conscience de tous les enjeux mondiaux,
parce qu'il ne s'agit pas simplement de détruire la maison dans laquelle nous sommes parce qu'elle ne nous plaît plus, mais entre-temps, on n'a pas où habiter. Autrement dit, si on détruit par la violence, par la force ou par des réformes irréfléchies, si on détruit le système qui maintient en place l'État algérien sans entre-temps avoir déjà quelque chose de rechange et qui fasse consensus, un minimum de consensus, on ne pourra aller que vers le chaos. Maintenant, je rajoute quelque chose. Il n'y a aucun pays au monde qui vit simplement sur ce qu'on voit comme classe politique. Il y a maintenant, le terme est tellement galvaudé, le deep state, l'état profond. Aux États-Unis, il y a un état profond. En Europe, il y a un état profond. Dans tous les États du monde qui sont développés, il y a un état profond. Et tout le monde sait qu'un président, ce n'est pas un président qui a tous les leviers et il fait ce qui lui passe dans la tête. Non, il doit négocier, discuter avec les différents centres d'un fonctionnement, d'une mécanique d'un État. Ça ne vient pas comme ça spontanément. Je suis le chef de tribu, j'efface qui je veux, je ramène qui je veux. Non, ça, il faut travailler dans le cadre des institutions. Les institutions équilibrent le pouvoir d'un homme. Et à chaque fois qu'on a un homme à la tête de l'État qui veut concentrer tout le pouvoir, il fait qu'à sa tête, il nous emmène vers le mur. Voilà. Donc, changeons de système, mais de façon raisonnée. Il ne s'agit pas de détruire sans avoir quelque chose qui soit meilleur. Mais encore faut-il que ça soit meilleur. Parce que ce qui avait été tenté dans les années à partir de 2014, 2013-2014, c'était remplacer le pouvoir de l'institution militaire par le pouvoir d'une oligarchie, mais qui est liée par les capitaux à des intérêts étrangers. C'était la vente de la souveraineté algérienne. C'était ça le très grave risque qui encourait. Maintenant, si on a une constitution qui encadre réellement l'intervention, le champ d'intervention de chaque institution, qui permettent au président de la République de jouer un rôle de véritable arbitre entre les différentes dynamiques qui se trouvent dans le pays, qu'elles soient institutionnelles, politiques, économiques, etc. C'est ça le vrai enjeu, parce que ce qu'il y a lieu de faire, c'est mettre en place un système qui permette à chaque Algérien de sentir que non seulement lui, il appartient à l'Algérie, mais que l'Algérie lui appartienne aussi. C'est-à-dire qu'il a le sentiment qu'il a des actions dans ce pays-là, que ce n'est pas un passager par hasard. Des fois, il se retrouve à l'étranger parce qu'il n'a plus de place chez lui. Des fois, même chez lui, il a l'impression qu'il n'a aucune reconnaissance par son environnement, etc. Donc, comment arriver à cette alchimie pour faire en sorte que chaque Algérien appartienne à l'Algérie et que l'Algérie appartienne à chaque Algérien? Pour que les choses arrivent de cette sorte que chaque Algérien se sent euh, faisant partie de cette grande Algérie comment dirais-je, même les tenants du pouvoir actuel en parlent grand comme continent, comme un continent, ça nécessite nécessairement dans le changement de système politique. Donc, étonnamment, récemment, on a vu un parti national RIFIN qui a inauguré une représentation officielle à Alger. On attribue cette décision à une réponse contre le Maroc pour son soutien à l'indépendance de la Kabylie. Du point de vue de Djilali Soufiane, est-ce que et il ne voit pas que c'est une ouverture du régime algérien vers un fédéralisme qui pourrait faire le bonheur de plusieurs parties d'Algérie, dont la Kabylie, qui est en train qui n'a pas encore sa place en Algérie, ne serait-ce que par la protection de sa langue. Bon, là aussi, il y a beaucoup de questions dans votre question. Je pense que rapidement, c'est peut-être pas le sujet de notre rencontre, mais pour les Rifins, en ce qui les concerne, je pense qu'ils luttent pour avoir une république. Mhm. Ils ne luttent pas pour pour être sécessionnistes.
Et l'Algérie n'a aucun intérêt à favoriser un sécessionnisme, qu'il soit au Maroc ou dans tout autre pays. Vous savez très bien que le monde arabe en général, ou arabo-islamique, ou y compris à dimension amazigh en Afrique du Nord, tout ça est soumis à des plans de division. Et ce sont des plans qui sont connus, rendus publics. Israéliens et autres, leur intérêt est de saucissonner les pays arabes pour les rendre les plus faibles possibles. Donc, la publication de Oded Yinon est connue, mais elle a été mise même en application ensuite par les théories de Seborowski, Rumsfeld-Seborowski, etc. Donc, l'aspect manipulation, on va le mettre de côté. Mhm. Euh, Maintenant, dans ce que vous avez dit, deux termes peut-être sur lesquels on peut construire notre discussion. Vous avez parlé de fédéralisme et vous avez parlé de Kabylie qui n'a pas tout à fait sa place. Bon, le fédéralisme, on peut en discuter de façon très objective et il n'y a pas de souci. Quant à la remarque sur la Kabylie n'a pas sa place, je ne suis pas d'accord. Je vais vous étonner, mais euh, comment percevez-vous qu'elle n'a pas sa place? Est-ce que nos concitoyens algériens originaires de la région Kabylie sont exclus du pouvoir ou du pouvoir économique ou du pouvoir militaire ou de la décision? Non. Vous Non, avez des je Kabyles à tous parle, les Monsieur niveaux. Sofiane Djilali, je m'excuse, je reformule ma Oui, question. oui, Depuis 63, la rébellion kabyle du FFS avec l'armée des frontières, oui, la Kabylie ne cesse d'être mal à l'aise dans ce pays-là, en passant par les événements de 77, l'Arbaneth-Irathon, en 80, le printemps à Mazir, 2001, oui, etc. Donc, c'est-à-dire, j'aimerais bien, si l'occasion peut-être qui m'est offerte pour vous poser la question, du fait oui, que je oui, suis oui. au Canada, j'ai toujours dit peut-être si l'Algérie avait respecté la plateforme de l'Assomin, mais donné à des régions leur plein pouvoir comme c'était pendant la guerre de libération, on ne serait pas là encore. Il n'y aurait pas même pas le 63, il n'y aurait pas le MAC, il n'y aurait pas, etc. Donc il y aurait peut-être la Kabylie aurait un statut comme le genre de Québec au Canada, qui a un gouvernement, qui a un parlement, qui a sa propre police, qui a son propre système judiciaire, qui a ses propres écoles qui enseignent en langue kabyle et non pas en langue arabe, etc. C'est de ça que je parle. La Kabylie n'a pas de place. Maintenant, tout s'arabise autour de la Kabylie, au point où tout le monde le dit, ça y est, maintenant, si nos vieilles mères et nos pères, maintenant mon père est décédé, etc. Donc, s'ils partent, c'est le Kabyle qui va partir avec le temps. Si on continue à fonctionner dans le jacobinisme à la fois politique et linguistique du régime algérien depuis 62, c'est de ça que je parle. Elle n'a pas sa place, la Oui. Kabylie. Oui, Non, écoutez, il y a eu des erreurs de gestion politique, c'est voilà. incontestable, hein, Mhm, et que cette région s'est sentie peut-être un peu ostracisée. Ça, c'est possible. mhm, C'est compréhensible, mhm, c'est évident. Mais mhm, je pense que le pays a beaucoup évolué parce que depuis le colonialisme, il y a eu un travail de fractionnement dans la société et avec même des manipulations de tous ordres. mhm, Maintenant, je pense que une fois que Tamazight est reconnu en tant que langue nationale et officielle, que c'est enseigné dans les écoles et qu'il n'y a absolument aucune loi qui fasse barrage à quiconque de travailler dans la nation, se posent peut-être des problèmes d'organisation du pays, mais pas sous forme de singularité. Parce que qu'est-ce qui singulariserait la Kabylie du reste? Rien, ni sur le plan, j'allais dire, d'origine génétique, ni sur le plan anthropologique, ni sur le plan des valeurs, ni sur le plan des structures familiales. Rien, à part le fait que la population en Kabylie, vu la configuration géographique, elle s'est maintenue, ou elle a maintenu un peu une langue, que les Chaouia aussi ont maintenu. Vous allez au fin fond des Aurès, les gens parlent en tamazight.
Vous allez au Mzab, la même chose. Vous allez au Chinois, la même chose. Je pense que le combat qui a été mené par ceux qui voulaient une reconnaissance identitaire a été très largement gagné. C'est-à-dire, autant dans les années 70, il y avait une incompréhension, il y avait comme une forme d'exclusivisme peut-être, autant aujourd'hui, vous allez n'importe où en Algérie, il n'y a aucun sentiment contre le Temazir. Et ça, c'est extrêmement important parce que le fond anthropologique algérien, bien sûr, on est de l'Afrique du Nord. Nous ne sommes pas des Arabes au sens du Khalidj. Bien sûr qu'il y a eu des mélanges de populations. Si vous prenez, vous voyez l'origine génétique des populations en Afrique du Nord, vous allez trouver de l'africain pour l'essentiel, hein, puisque les origines de toute l'humanité viennent, l'origine vient de la Corne de l'Afrique, hein, d'Éthiopie. Il y a eu plusieurs vagues qui sont venues donc de la Corne de l'Afrique, depuis les proto-ibéro-mauriciens jusqu'aux... Les Capsiens sont venus plutôt, c'est des Cananéens d'origine. Donc, ce qui représente au Proche-Orient, un peu le Liban, ça ça a été renforcé plus tard avec les Carthaginois, etc. Donc, vous retrouvez aussi des marqueurs génétiques qui viennent d'Europe, des marqueurs génétiques qui viennent des fermiers d'Anatolie. Vous savez bien que 6000 ans avant Jésus-Christ, il y avait toutes les populations d'Anatolie qui est en Turquie actuelle, le plateau anatolien, qui avaient migré une partie vers l'Europe jusqu'à la presqu'île ibérique et de l'autre côté par le Proche-Orient jusqu'en Afrique. Donc tous ces mélanges-là nous donnent aujourd'hui une spécificité de l'Afrique du Nord. Et en fait, génétiquement, nous sommes de la Libye jusqu'au Maroc, jusqu'aux îles Canaries pratiquement, avec les Guanches qui avaient disparu, mais qui donnent à peu près les mêmes caractéristiques génétiques à peu de choses près, puisque c'est un équilibre de marqueurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire d'un point de vue culturel? Il est évident que les langues qui sont parlées ont une structure équivalente. Le kabyle lui-même, donc le berbère plus généralement, qu'il soit, ou le tamazirt qu'on dit, a une structure chamito-sémitique. L'arabe est aussi samito-sémitique. Sémitique. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, nous avons une caractéristique particulière. Les gens reconnaissent l'Algérien ou le Nord-Africain et le différencient de l'homme du Khalid ou de l'Égyptien ou du Turc, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Comment nous organiser? Est-ce que notre État, vu un pays aussi grand que l'Algérie, est-ce qu'il doit être centralisé? Est-ce qu'au contraire, il doit être décentralisé? Est-ce qu'on doit créer des pouvoirs qui permettent aux élites locales de se développer, etc. Là est la bonne question. Donc, ce n'est pas une question singulière à la Kabylie, parce que bien sûr, ceux qui y habitent le ressentent ainsi. Mais ceux qui habitent Khanchla, Betnat, Bessa, eux aussi pensent qu'ils ont un problème avec Alger. Et les gens d'Alger pensent aussi qu'ils ont peut-être un problème de compréhension avec d'autres régions, etc. Et c'est ça, l'intégration des différentes régions doit être faite de façon très intelligente pour que, encore une fois, chaque Algérien puisse bénéficier de l'ensemble de cette Algérie. Si vous isolez les gens du Sud, ils vont vous dire, nous, le pétrole est à nous, mais vous les empêchez de venir voir ce que c'est la vie au littoral. Et si vous empêchez celui qui habite Tizi Ouzou de vivre à Oran, vous l'amputez de cette capacité de se déployer partout. Donc, au lieu de se renfermer et d'être entre soi simplement, ça c'est un réflexe lorsque une identité est mise en danger. Mais si cette identité devient une contribution à l'identité générale, c'est au contraire une solidarité qui doit se former. Et on a vu comment, à chaque événement qu'il y a, en Kabylie ou ailleurs, jamais personne ne fait la différence entre est-ce que tu es kabyle ou pas. Nous, à Djil Jadid, par exemple, ce n'est pas un critère. Personne n'a jamais pensé à travers l'idée est-ce que tu es kabyle ou pas. Non, au contraire,
tous ceux qui sont militants, qui ont envie de porter un projet de société moderne, d'ouverture, de grande culture universelle, de valeurs universelles, sont les bienvenus avec leurs propres spécificités. On ne demande pas aux gens d'enlever leurs spécificités pour qu'on construise ensemble quelque chose de nouveau. Et donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas un arabe qui vient dire nous sommes arabes et on va faire une culture arabe. C'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un, un chaoui, qui va dire l'Algérie est chaoui ou rien. Pourtant, le chaoui, il peut dire Massinissa était chaoui, Yugurta, son fils, était chaoui, El Kahina était chaoui. Alors, on va faire la Numidie du deuxième ou troisième siècle. Et non, maintenant, les choses ont évolué. En Europe, voyez combien les frontières ont évolué. Il faut travailler avec le réel d'aujourd'hui et créer cette solidarité, ce bon sens et aussi cette confiance entre nous, Algériens. Il faut arrêter de stigmatiser l'autre. Vous savez, quand vous allez à Djelfa, les gens sont très généreux, ils vous donnent tout ce que vous voulez chez vous, ils ne vous posent pas la question d'où vous venez. Vous allez en Kabylie, vous allez débattre avec les gens, vous allez discuter avec eux, ils ne vous disent pas d'où vous venez. Alors si on doit commencer à faire chacun son petit groupe, son petit parlement, son petit... On ne s'en sortira pas. Parce qu'après, on rentre dans des engrenages. Où c'est que vous allez mettre les frontières? Et après, les gens vont vous dire il faut un pass pour traverser la frontière. Ou après, oui, l'argent du pétrole, il reste qu'à Ouergla et Hassim Saoud. Vous savez, si on rentre dans la singularisation des régions, c'est un processus centrifuge. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il fait éclater. Alors que nous sommes encore une nation frêle, elle est encore fragile et elle est en formation. Nous, quand je fais des débats et on me pose les questions, je leur dis, vous avez les couleurs de base, hein, le vert, le jaune, le rouge. Ensuite, en mélangeant les couleurs de base, vous avez toutes les palettes et vous créez une nouvelle couleur. Donc, il ne s'agit pas d'effacer une couleur au bénéfice d'une autre, il s'agit de créer une plus belle couleur avec la fraternité entre tous. Mais Sofiane Djilali, je voulais pas vous arrêter à un moment donné. C'est comme si vous voulez dire qu'effectivement, au niveau de la société, il n'y a pas de problème. La société algérienne, dans toutes ses dimensions, ses composantes, si les décideurs demain décident de reconnaître toutes leurs composantes linguistiques, ils seront ouverts à tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, les tenants de pouvoir, ils veulent tous, et apparemment, je vois que vous partagez un peu ce point de vue, nous mettre tous dans le moule arabo-islamique, c'est-à-dire en parlant Ah non, uniquement non, 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 c'est pas ce que j'ai on dit. parle de langue, prenons le langue. Hein. C'est-à-dire, Oui. c'est comme si, il ne faut pas toucher un peu ce qu'il y a maintenant. Il y a des concessions qui ont été faites passer par là, comme si les tenants de pouvoir ne cessent de le répéter. Par exemple, il y a TV4, Télévision Amazir, il y a le INEA qui décrétait le jour férié, il y a le, comment s'appelle, la langue officielle depuis 2016. Mais écoute, c'est quelqu'un a écrit sur Facebook la langue amazir, la langue kabyle et d'autres langues amazir, le chewi, le mozambique, le tangil, etc., n'ont jamais été aussi menacées depuis l'officialisation de Tamazir. Je m'explique. Récemment, j'ai posté un post en hommage à mon père. Mon père est parmi les premiers administrateurs de la compagnie Air Algérie, dont vous le savez bien mieux que moi que l'écrasante majorité de ses employés depuis 62, c'est des Kabyles. Et bien, récemment, à mon étonnement général, mon père qui a bâti cette compagnie avec plusieurs de ses collègues, ils ont décrété récemment الخطوط الجوية الجزائرية تعلن اعتماد اللغة العربية في كل مراسلاتها رسمية بدلا من الفرنسية. Ça veut dire, c'est comme si le problème c'est le français, et ils font semblant d'ignorer que Tamazigh est langue officielle. Demain, si le Canada, le fédéral, comme non fédéral, oublie de faire n'importe quoi sans la langue officielle à côté de la langue anglaise, le responsable, il va être viré tout de suite. Hein. Voilà le pays qui respecte un peu sa constitution et c'est des langues officielles.
C'est loin d'être le cas avec l'Algérie. Là, j'ai cité uniquement l'exemple de l'Algérie. Si vous ouvrez votre passeport et le mien, vous trouvez le français, l'arabe, le français anglais, mais pas, ouais, comme le chanteur Edir, où est-ce qu'elle est ma langue dans ce passeport? Où est-ce qu'il, et pourtant, ils ont fait le passeport biométrique après le 2016. Ça veut dire ils savent qu'ils sont en train d'enfreindre la langue, la Constitution. Et je ne parle pas de la carte d'identité biométrique, je ne parle pas de toutes les formalités. Quand on est attrapé par la police, on nous donne un formulaire, un PV écrit en arabe. Et pour les cabines qui ne comprennent pas l'arabe, il n'y a pas de langue amazigh. C'est toutes ces contradictions dont je voulais mettre l'accent. Que pensez-vous de ça? Oh, je pense que c'est clair que déjà, soyons objectifs. La langue tamazight n'avait pas le support suffisant pour se déployer. Donc, il y a un effort à faire, un effort considérable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent et qui lisent en tamazight, que ce soit kabyle, chaoui, targhi, etc. Moi, je suis absolument pour la conservation de ces langues parce que c'est une richesse. On va dire que sur le plan institutionnel, de reconnaissance officielle, il y a eu un grand pas. Au niveau de l'instruction générale, je pense qu'il y a un effort qui se fait. Mais il y a des manques, c'est progressif. Mais est-ce que ça justifie qu'on sépare les Algériens en créant des blocs politiques? Je pense que ce n'est pas le cas. Quant au reste des langues, moi, je suis absolument pour l'ouverture. Je ne suis absolument pas pour enfermer les Algériens dans la langue arabe. Euh, la langue française est un butin de guerre, puisque lorsque l'un des révolutionnaires du Vietnam qui était venu à Alger, et il avait dit garder la langue française comme un butin de guerre. Hein. Mhm. Euh, il faut aussi ouvrir à d'autres langues. L'anglais, par exemple, c'est important, mais aussi même au chinois, même au russe, à l'allemand, à l'hébreu, s'il le faut. Donc, la question des langues, il faut maintenir la langue nationale. L'arabe a un avantage, c'est clair. Il faut comprendre que l'arabe est parlé quand même par plusieurs centaines de millions dans le monde, qu'il y a un patrimoine extrêmement On n'est pas important, comme. que vous pouvez communiquer avec d'autres peuples, etc. La langue amazigh est encore très limitée géographiquement, malheureusement. Mais je pense que personne ne met des bâtons dans les roues pour son développement. Il y a un effort à faire, ça demande du temps, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Et j'imagine qu'au niveau de l'APW de Tizi Ouzou ou l'APW de Bdjaya, les élus parlent kabyle sans problème entre eux. Et donc, c'est l'assemblée de la wilaya. Maintenant, est-ce que pour le fonctionnement de l'État, on peut arriver à une meilleure efficacité administrative et à une meilleure gestion avec une décentralisation? Très probablement. Moi, je suis pour la décentralisation, de manière à ce que les populations locales aient une plus grande marge de manœuvre, de choix, etc. Même l'équilibre entre la fonction de Wali, qui est un fonctionnaire désigné, et la fonction de l'Assemblée populaire qui est élue, il faut revoir cet équilibre-là. Il faut donner beaucoup plus de pouvoir. Mais c'est là où je défends l'idée que l'état de droit, c'est ce qui nous manque. Et la démocratie, ça se construit. Ça ne vient pas parce que nous avons décidé un jour de le faire. Du jour au lendemain, on a un superbe président. Il va sortir dans un discours à la nation et dire demain, j'instaure l'état de droit et la démocratie. Ça ne marche pas. Ça se construit parce que les citoyens doivent contribuer à cette construction. Mais il faut aussi prendre conscience que l'Algérie est un pays sous-développé, qu'il a des moyens limités et que malgré tout, si on compare dans l'histoire de l'Algérie, que ce soit le sud ou l'ouest, Oran ou la Mostaganem ou la Annaba ou la Tizi Ouzou, jamais les citoyens algériens n'ont bénéficié de moyens, de modernité et de choses comme aujourd'hui. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans par le passé, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas le gaz, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de viabilisation.
tout le monde, les gens de notre génération, et moins que nous, savent dans quelles conditions les gens, surtout dans les montagnes, comment ils vivaient. Il n'y avait rien, la pauvreté absolue. Depuis, regardez le niveau d'instruction, regardez le nombre de jeunes hommes et de jeunes filles qui aujourd'hui sont à l'université. Regardons la partie qui est aussi constitutive de notre situation d'aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je disais au début de l'entretien, il s'agit de construire avec les éléments que nous avons et non pas essayer d'effacer le passé pour construire quelque chose qui est simplement abstrait. Ça, c'est très important. Mais là, Mhm. il y a des choses à dire. On n'arrive pas à mobiliser la population. Il y a un discours démagogique qui se développe dans les médias, la fermeture des médias, le blocage de l'activité des partis politiques, les universités sont fermées, la médiocrité dans les administrations. Ça, c'est de vrais problèmes qui se posent. Notre économie qui ne fonctionne pas parce que les entreprises publiques sont constamment renflouées par le trésor. C'est notre monnaie est dévaluée parce que c'est une monnaie qui ne fonctionne pas dans les banques normalement, etc., etc. Ça, ce sont de graves problèmes. Par contre, si on tombe que dans des problèmes, j'allais dire, d'ego, on ne s'en sortira pas. Vous savez Mhm. très bien comment la révolution algérienne a beaucoup, beaucoup souffert par les luttes intestines. Mhm. Et il faut dépasser ça. Il Mhm. faut que ce que j'ai dit tout à l'heure et je le redis, chaque Algérien doit se sentir libre dans son pays avec l'identité telle qu'il la ressent. Il a le droit de la défendre et de la développer en toute liberté, mais en toute coopération avec tous les Algériens. Et vous savez, lorsque vous parlez avec les Algériens, je vous assure que la très grande majorité des Algériens, ils sont tolérants, ils acceptent l'autre, ils sont ouverts, ils sont généreux. Il y a des qualités et à nous Mhm. d'investir et de développer ces qualités au lieu d'aller à contresens. Il Mhm. faut que le pouvoir accepte l'ouverture, il accepte les critiques, il accepte les avis contraires, il Mhm. accepte que les gens ne se ressemblent pas tous. Mhm. Nous ne sommes pas des robots. Euh, Dieu nous a créés en individus qui chacun est responsable de ses actes et il nous a créés aussi en communautés différentes qui doivent apprendre à se connaître. Donc, c'est dans cet esprit, parce que si on a besoin de construire une Algérie forte, une Algérie puissante, non pas pour déborder sur nos frontières, mais pour mieux défendre notre prospérité, notre sécurité, notre bien-être. C'est important que l'Algérie, maintenant, dépasse ses propres démos, ses propres blocages internes. On a vécu les années 90 les plus horribles de notre histoire. Hein. C'était une guerre civile où les Algériens tuaient d'autres Algériens au nom d'idéologies importées. Donc arrêtons d'importer les idéologies, Mhm. construisons notre identité avec toutes les composantes de la nation algérienne, Très bien. sans exclusive et sans complexe. Je suis très, très, très heureux d'entendre ces propos de docteur Sofiane Djilali qui sont très, très sages. Effectivement, c'est ma mémoire bonne. C'est docteur Saïd Sadi qui a dit la société est très en avance par rapport à ses dirigeants. Effectivement, le problème, c'est les dirigeants qui essayent d'imposer souvent ce jacobinisme linguistique et même idéologique qui crée le malaise, qui crée un peu toute la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'ai toujours, docteur Sofiane Djilali, j'ai cité toujours l'exemple de l'Afrique du Sud. Si on a eu le leadership d'un Nelson Mandela, qui, à sa sortie de la prison, après 27 ans de prison, sans aucune rancune, il a reconnu toutes les composantes intrinsèques à l'Afrique du Sud, y compris, comme vous l'avez dit, les butins de guerre l'anglais. Il a décrété 11 langues officielles, dont je tiens à les citer pour des raisons didactiques, M. Djilali, africain, ce qui est grosso modo, c'est l'arabe algérien, l'anglais, c'est l'arabe, si vous voulez, officiel algérien en Algérie.
et le Xhosa, le Zulu, le Soto du Sud, le Soto du Nord, le Swanda, le Tsonga, le Venda, le Swati, le Bébéli, etc. Ce sont les langues qui, à peu près grosso modo, c'est quand vous dites le Chewi, le Kabyle, le Mozambique, le ceci, cela, même s'ils appartiennent pratiquement tous à la même famille linguistique du Tongo, je pense, comme C'est le ça. Tamazirt, mais la sagesse, il voit très, très, très loin, M. Mandela. Il dit, OK, on va officialiser toutes vos langues, il n'y a pas de problème, toutes vos confessions, à la fois musulmanes, chrétiennes, juifs, même les Bouddhas, il les a tous, il leur a donné des temples, une liberté totale pour se concentrer à l'économie et à l'avancement du pays. Et ça fait maintenant ce qu'il est l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, un pays qui compte dans le monde. C'est juste une parenthèse, n'est-ce pas, docteur Oui, Gilali? Oui, j'ai un tout petit commentaire parce que oui, vous avez dit un mot qui demande oui, un vas-y, petit commentaire. vas-y, vas-y. Vous avez dit le jacobinisme du Oui, pouvoir algérien. oui, Je rappelle que le jacobinisme est venu spécifiquement avec la Révolution française. tout à fait. Et malheureusement, nos élites algériennes sont très imprégnées de la pensée française. Et c'est naturel parce que ils ont fait leurs études, leurs classes dans l'école française dans les années 40, dans les années 50, l'élite qui a libéré le pays et qui a mis en place la doctrine algérienne. Mhm. Or, jusqu'à présent, vous avez vu Macron, le président Macron, qui est jeune par l'âge, qui est ouvert dans le monde. Quand il est parti en Corse il y a, je pense, 2 années, qu'est-ce qu'il a dit aux Corses? Il leur a dit, en France, il est impossible d'avoir deux langues nationales. Il n'y a que le français. Mhm. Une seule langue nationale et officielle. Donc l'esprit jacobin agit jusqu'à présent, par exemple, en France. Mhm. Et donc en Algérie, c'est normal parce que l'Algérie, quand elle est sortie du colonialisme, 132 années, ça vous fait à peu près 8 générations, 8 à 10 générations. Il y a eu une acculturation très profonde. On est sorti de ce colonialisme très affaibli, comme un corps national encore très fragile. Et donc, vous avez des réflexes comme ça de sécurisation. Et très probablement, les dirigeants d'alors avaient peur d'une explosion des différences en pensant qu'il faut centraliser avec un esprit jacobin, puisque eux-mêmes, leur conscience politique est née dans la culture française. Maintenant, à nous de nous adapter au monde nouveau, à nous de créer cette Algérie nouvelle, à nous de devenir des Algériens au sens plein du terme, avec toutes nos composantes avec lesquelles nous sommes fiers. Oui, très tout à fait. Donc, avant de sortir de ce volet-là, juste une petite précision, moi aussi, c'est par rapport à ce que vous avez dit des élus appuyés Tizi Ouzou Bijaya, ils communiquent actuellement en kabylie. Le problème, Sofiane Djilali n'est pas là. Le problème, c'est le Wali de Tizi Ouzou qui, depuis maintenant longtemps, depuis maintenant, il va d'un endroit à l'autre. Jusqu'à date, il ne maîtrise aucun mot en kabyle alors que l'université Zouzou, il est à côté, il a eu tout le temps d'apprendre le kabyle, de ramener même des enseignants tamazights. Il n'a jamais pris un seul mot en kabyle, il discourt toujours en langue arabe. Et quand il veut ne pas froisser, blesser, c'est en français, ça met à l'aise beaucoup de kabyles. Ça, c'est d'un point. De l'autre point, des gendarmes, des policiers, des avocats, des procureurs de la République à Tizi Ouzou, à Bijaya ou à Bouira qui fonctionnent uniquement en langue arabe, ma mère qui a des problèmes, par exemple, elle va se plaindre à la justice, on lui ramène un traducteur pour que le procureur puisse la comprendre. Ça met mal à l'aise, c'est ce qui fait un peu tout ce que le pouvoir algérien Vous reproche avez, actuellement. Voilà, oui, vas-y, vas-y. vous avez raison. Ouana, si j'étais président et je devais désigner un wali, je désignerais un wali, pas forcément de la région, mais soit un wali qui parle une langue tamazight proche, ou alors il doit l'apprendre. Parce que du temps de la France, les Français envoyaient des militaires qui apprenaient les langues locales pour communiquer avec les populations locales. Et ce n'est pas normal que quelqu'un qui vit dans un milieu majoritairement qui parle tamazight ou kabyle ou chaoui, il doit parler leur langue. Mais ça, c'est dans l'esprit du pouvoir. Il faut que le pouvoir comprenne qu'il doit aller vers son peuple et que son peuple, quelles que soient les différences, ce ne sont que de la richesse, autant linguistique que culturelle, que musicale, que culinaire. L'Algérie est d'une richesse exceptionnelle
je dis bien, je pèse mes mots, je n'ai pas l'habitude de faire encenser l'Algérie, mais la cuisine algérienne, la musique algérienne, les tenues vestimentaires algériennes, la poésie algérienne, dans toutes ces langues, elle est exceptionnelle. Et nous avons une richesse, un patrimoine d'une richesse extraordinaire. C'est à nous de mettre ça en valeur. Donc, au lieu de jeter tout ça comme du simple folklore populiste, où on ramène des petites troupes faire des petites chansonnettes au président de la République, hein, comme on l'a vu par le passé, on doit investir pour développer ces cultures-là, ces cultures locales qui appartiennent à la nation algérienne. Très bien, docteur. On a tardé beaucoup cet aspect identitaire. On va passer à d'autres questions par rapport à l'actualité. Et ma prochaine question, ça concerne les prisonniers d'opinion. Combien, d'après Sofiane Djilali, combien ils estiment dans les prisons algériennes? Et autre question, est-ce que avez-vous dans votre programme des mesures pour libérer tous les prisonniers d'opinion et leur accorder des compensations pour l'injustice qu'ils ont subie? Euh, je ne connais pas le nombre exact parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion. Il y a des gens qui commettent des délits, il y a pas de doute, mais qu'ensuite on essaye d'intégrer dans la grande catégorie des prisonniers d'opinion. Mais euh, il est évident qu'il y a des excès qui sont inacceptables de la part de la justice. Il y a des gens qui ont critiqué peut-être, qui ont été un peu durs dans la critique. Ça, il faut les libérer immédiatement. Mhm. Si j'avais le moyen de le faire, il faut faire immédiatement une amnistie pour tous les détenus qui sont catalogués dans le détenu d'opinion, Mhm. que ce soit politique ou autre, parce que là, c'est les premiers actes justement de remise en confiance de la population. Mais ce n'est pas la seule catégorie qui vit cette injustice. Et vous savez, en Algérie, on le dit avec un mot qui pèse beaucoup plus, dhulm, parce que pour des paroles qui peuvent être blessantes, mais qui ne doivent absolument pas mener en prison, et également parfois pour une expression, manifestation sortie sur le terrain manifesté, etc. Et ça, c'est absolument pas normal qu'on laisse des gens en prison à cause de cela, mais aussi pour d'autres petits délits. Et des fois, ce sont des délits presque inventés par la loi. C'est le cas, vous savez, le monde entier qui fonctionne sur l'économie de marché, les prix sont fluctuants, les prix sont libres quand ils sont affichés. En Algérie, la loi du marché peut vous mener en prison. Et ça, c'est pas normal non plus. Donc, il y a beaucoup de catégories de gens qui sont en prison qui ne sont pas, qui ne portent pas tort à la société, qui ne sont pas dangereux pour quiconque, qui n'ont pas volé les deniers publics, qui n'ont pas détourné d'argent et qui se retrouvent condamnés à plusieurs années de prison. Ça, c'est inacceptable et c'est pas possible d'accepter ce genre de situation. Pourquoi, docteur Gilali, pourquoi le pouvoir se sont-ils menacés par des idées et des opinions qui semblent légitimes au point final? Je pense qu'il faut faire une petite explication peut-être psychosociologique, Ouais. mais aussi psychologique. Vous savez, notre système, on le disait tout à l'heure, c'est un système qui a été construit il y a très longtemps. Et un système, c'est quoi? C'est que petit à petit, il va employer systématiquement dans le pouvoir les hommes qui sont à l'intérieur. Hein? Mais c'est Hmm. qu'avec le temps, il y a comme l'entropie, c'est-à-dire il y a une déperdition de l'énergie et ils sentent que la société leur échappe. Il y a une déconnexion, il y a comme un décalage entre l'esprit du gouvernement en général, de la gouvernance, du pouvoir, et l'esprit de la société. Je me rappellerai toujours en 2011, je remonte à quelques années, il y avait un ministre de l'Intérieur qui avait dit publiquement, ces jeunes, nous ne les comprenons plus. C'était le début du printemps arabe, mais il a fait un aveu réel, c'est que le décalage était tellement important entre les dirigeants et la majorité de la société
que ces dirigeants ne la comprennent plus. Et à partir du moment où vous ne comprenez pas votre population, vous avez peur d'elle parce que vous ne savez pas comment elle réagit, vous ne savez pas comment répondre à ses besoins, vous ne savez pas la convaincre, vous ne savez pas lui parler, vous ne savez pas communiquer avec elle. Et donc, petit à petit, le pouvoir s'est recroquevillé, pensant qu'il allait être attaqué de partout et que cette population qui ne comprend pas, elle est peut-être entre les mains des réseaux sociaux internationaux, des ONG internationales, de l'argent extérieur, etc. Et donc, il se forme comme un sentiment de sécurité, d'insécurité, qui fait que le pouvoir a l'impression que par la pression sécuritaire, il rétablit l'ordre, alors qu'en réalité, il l'aggrave. Restons un peu dans ce volet juridique, docteur Djilali. La justice algérienne a démontré qu'elle ne sert pas définitivement les citoyens, alors qu'elle semble répondre à des intérêts des dirigeants du système en place. Ma question, comment faire pour que les juges soient protégés à l'abri de toute influence abusive de la part de l'armée, du gouvernement, des représentants de l'autorité, des politiciens en général? Oui. C'est l'une des institutions les plus sensibles dans le pays et qui va être très difficile à réformer profondément et à la mettre au niveau des attentes des citoyens. C'est clair que ça va être un grand défi. Il faut une grande réforme de la justice. Il faut la repenser dans ses modalités. Il faut protéger réellement les magistrats. Il faut délimiter les pouvoirs des différentes institutions et il faut donner les moyens de vie aux magistrats pour qu'ils ne tombent pas dans la corruption. Et il doit y avoir des moyens de recours contre les juges corrompus qui existent, qui entachent la réputation générale de la justice. Ce n'est heureusement pas tout le monde, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de pratiques vicieuses. Alors, comment rétablir tout ça? Il va falloir faire beaucoup d'efforts de moralisation, de remise en ordre, de refonte même. Et ça, il faut le faire dans le cadre de débats ouverts avec les gens de la profession. Il faut parler avec les juges, il faut parler avec les hommes du droit, il faut parler avec les avocats. Il faut qu'on arrive à avoir une justice qui rende la justice au nom du peuple en toute honnêteté, en toute égalité devant la loi. Tout le monde doit être égal devant la loi. Mhm. Je ferme ce volet de la juridique en disant qu'effectivement, le concept fondamental de l'indépendance judiciaire existe dans l'intérêt normalement de tous les citoyens et non pas celui du régime en place ou de l'armée ou des juges. Ceci dit, j'aimerais bien savoir qu'allez-vous faire pour permettre, dans la perspective de voir Dr Djilali comme président de la République algérienne, qu'allez-vous faire pour permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits constitutionnels? Par exemple, on voit, par exemple, dans beaucoup d'écoles privées à Tizi Ouzou, les écoles privées en tamazight, qui sont pratiquement fermées, alors que le tamazight est une langue nationale officielle. Donc, c'est quoi la réponse à cette question? Alors, vous savez, il faut, je pense, prendre le problème dans sa globalité et pas par petits bouts, parce que sinon, on fait des contresens. Mhm, Je pense qu'il faut aller vers beaucoup plus de liberté mhm, et on va s'entendre sur la liberté. Malheureusement, les Algériens, les générations nouvelles, etc., n'ont pas été instruites, n'ont pas reçu un bagage de conscience politique suffisant pour faire la différence entre la liberté, comment faire mener un combat pour des idées nobles et légitimes, avec un combat d'ego, où il y a de l'invective, où il y a, malheureusement, vous ouvrez les réseaux sociaux, les commentaires sont toujours, c'est des attaques, c'est des insultes, et ensuite on vous dit parce qu'on est libre. Là, il y a un gros problème de compréhension, parce que ces attaques
systématiques qui relèvent plus du nihilisme que de la liberté ne font pas avancer le pays. Maintenant, si on ouvre la liberté, moi, je ne comprends pas pourquoi on doit interdire d'enseigner en tamazight ou enseigner en anglais ou enseigner en chinois. Vous avez l'école publique, c'est la majorité du pays. Vous avez des minimums à minima, et c'est normal, dans tous les pays du monde, on enseigne l'histoire du pays, son identité, les valeurs fondamentales. Mais ensuite, il faut laisser les écoles se développer selon le goût des enfants. Vous allez avoir, par exemple, des écoles qui vont développer l'aspect artistique. Il y a d'autres qui vont développer l'aspect technique. Que ce soit, il y a plus, par exemple, les formations techniques. On a besoin d'agriculteurs, on a besoin d'éleveurs, on a besoin de plombiers, on a besoin de menuisiers, on a besoin. La formation technique a pratiquement est devenue le parent pauvre dans le pays, alors que les grands ingénieurs ne viennent pas par les filières scientifiques classiques, ils viennent souvent par la technologie. Donc, la liberté doit se comprendre comme un phénomène de développement des capacités d'un peuple. Ensuite, la justice n'est là que pour appliquer la loi. La loi, elle est dite par l'institution légiférante. Lorsqu'on arrive à avoir des partis politiques sérieux et qu'un gouvernement est formé avec la classe politique et non pas les technocrates. Notre problème, c'est que systématiquement, on veut avoir recours à un technocrate. Mais le technocrate ne sait pas, ne connaît pas la dimension politique. Et on ne peut pas gérer un pays sans la dimension politique. Donc, il faut encourager les partis politiques de toute obédience. Il faut former la conscience politique. Et il faut former les gens dans cette liberté avec, lorsqu'ils arrivent à l'Assemblée nationale, ils sont de vrais élus. Et en tant que vrais élus, ils disent la loi et la justice doit mettre en application la loi. Et tout doit se discuter. C'est la démocratie, c'est que personne n'oblige le reste à appliquer sa propre volonté. C'est une volonté commune. Et ça vient par les débats, par les discussions, par les négociations, par accepter de comprendre l'autre, par l'écoute, etc. Et ça, c'est important pour nous. Et malheureusement, on ne sait pas le faire. On n'apprend pas à nos enfants à travailler en équipe. On n'apprend pas à nos enfants à l'école à discuter des idées contradictoires. On leur impose une unicité des idées, mais souvent, il y avait un penseur algérien qui faisait la différence entre les idées mortes et les idées mortelles. Les idées mortes, au moins, elles sont innocentes. C'est-à-dire, beaucoup de gens pensent à des idées, mais qui n'ont plus aucune réalité dans le terrain. Le problème, c'est avec les idées mortelles. C'est-à-dire, elles sont actives et c'est comme un poison qu'on transmet aux uns et aux autres. Et donc, tout ce côté sectaire, enfermement sur soi, rejet de l'autre, exclusivisme, parfois un esprit très égoïste. Ça, ce sont des idées mortelles. Alors que nous avons besoin d'une société ouverte qui permet l'épanouissement de tout le monde. Il faut que l'école apprenne à gérer les différences. On ne peut pas annuler les différences. Chacun est créé comme Dieu l'a fait. Nous ne sommes pas des robots qui sortons avec un programme et comme des pièces dans une usine. Justement, c'est ça la richesse humaine. Nous sommes divers, nous sommes différents, mais cette différence et cette diversité doivent être mises à profit pour s'enrichir mutuellement, pour construire quelque chose de plus beau. Les plus belles constructions, elles sont faites avec différents matériaux. On ne construit pas les belles maisons qu'avec des briques, sans le ciment, le plâtre, la faïence, la dalle de sol, etc. Il faut de tout pour faire de belles constructions. Et notre construction à faire, c'est notre civilisation. C'est une civilisation qui doit s'épanouir en Afrique du Nord. Et nous avons ces ingrédients. Malheureusement, nous n'avons pas un bon architecte et nous n'avons pas encore trouvé la belle entreprise qui mette ensemble tous ces éléments-là. Mhm.
Très bien, docteur Djilali. Donc, question maintenant, dernier volet de mes questions, ça concerne la religion. Ma question, considérez-vous que la religion musulmane est une composante importante de l'identité algérienne? Si oui, pourquoi vouloir imposer une seule religion à la société algérienne? Je vais vous dire. Je vais très bientôt publier un livre, éditer un livre que j'ai fini de rédiger qui s'appelle La modernité, genèse et destin de la civilisation occidentale. Et bizarrement, parmi mes conclusions, je recoupe sur beaucoup de choses avec le grand Emmanuel Todd qui vient d'écrire la faillite de l'Occident. Mhm, En réalité, l'Occident s'est construit à la base sur des valeurs religieuses. C'est la chrétienté qui a construit l'Europe. Mais qu'ensuite, l'Europe s'est détournée de sa dimension spirituelle et elle est tombée dans un matérialisme qui petit à petit a entraîné ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous. C'est une faillite de l'Occident. Il est en train aujourd'hui de perdre sa place dans le monde et surtout de dégénérer de l'intérieur. Toutes les civilisations dans le monde, et ça, tous les grands penseurs vous le diront, depuis Toynbee, en passant par, on arrive à Spengler ou Nietzsche ou René Guénon, ou tout, jusqu'à Huntington et d'autres, vous disent que les civilisations se construisent sur des cultures. Et les cultures, leur sous-bassement, c'est une dimension spirituelle. Toutes sans exception. Et si l'Afrique du Nord est devenue musulmane, c'est qu'il y a une complémentarité, comment dire, une complémentarité, en tout cas une cohérence entre nos valeurs anthropologiques et le message islamique. Maintenant, est-ce que l'islam tel qu'il a été vécu à différentes périodes et différemment, regardez, l'Algérie avait été chrétienne, elle est devenue musulmane à partir de la fin du 7e siècle, petit à petit, elle s'est islamisée, et elle était aussi en partie juive, mais elle s'est islamisée sous les Amawiyin, la première dynastie. Mais ensuite, rapidement, il y a eu un mouvement kharijite, la dynastie rostomide qui s'était installée était à Tihert, hein, était kharijite. Il y a eu avec les Fatimides le chiisme, il y a eu le sunnisme. Donc, l'Algérie, le peuple algérien a vécu plusieurs formes dans la religion musulmane. Alors, quelle est la véritable religion musulmane? Personne ne peut vous le dire. Simplement, il est évident qu'il y a eu des déviances, il y a des déviations. Le wahhabisme a été une déviation, l'utilisation politique de la religion est une déviation, le désir d'arriver au pouvoir en utilisant à son profit la religion est une déviance, etc. Donc, voilà, on est devant un certain nombre de choses. En tant que religion, si on veut bâtir une civilisation, la religion est nécessaire, la dimension spirituelle. De tout ce qu'a testé les Algériens, le peuple algérien, c'est l'islam qui a duré le plus longtemps et qui correspond à son âme. Maintenant, il peut y avoir des minorités que l'islam n'exclut pas. Il peut y avoir des chrétiens, il peut y avoir des juifs, et il peut y avoir des gens qui ne croient en rien, ils sont agnostiques. Animiste, on appelle animiste, parce que ça peut Non, tenter de... les animistes, c'est une forme de panthéisme ou d'immanence, c'est-à-dire qu'ils pensent que Dieu est dans l'environnement, Oui, à mais ça travers... existe chez nous en Kabylie, il y a beaucoup qui croient à ça. Hein. Oui, parce que Assas Zemmour, l'Olivier, Assas Poudre, Assas... c'est ça, Il il y y a en a. une origine Ouais, animiste qui est ouais, restée. D'ailleurs, il y a de la superstition. Vous voyez des gens qui construisent une maison et ensuite ils accrochent un pneu voilà. en haut en pensant que le pneu va défendre leur maison. Donc, mais tout ça, ce sont des superstitions qui n'ont rien à voir avec l'islam. On sait bien qu'il y a eu aussi une dérive dans le maraboutisme à partir du soufisme, mais il y a eu un charlatanisme qui s'est développé par ailleurs. Donc, en réalité, quand vous avez un peuple qui est instruit, qui a
atteint un niveau de rationalité, de raison, tel qu'il maîtrise son environnement. Mais qu'à cela, vous lui rajoutez des valeurs transcendantes, spirituelles, c'est ça la grande civilisation. Donc le problème n'est pas l'islam en soi, en tant que dimension spirituelle. Le problème sont les interprétations que font les peuples qui ne sont pas outillés et qui dérivent dans la forme religieuse. Et c'est là où on passe de la religion de Dieu à la religion de l'homme. Et malheureusement, bon, dans ce qui concerne l'islam, tout le monde sait que depuis Muawiyah, en fait, au moins, Mhm. il y a eu une dérive où la forme religieuse a souvent été manipulée au profit des dirigeants. Et Mhm. ça, il faut absolument s'en défaire. Donc, il y a quelque chose de très important à travailler. Mhm. La religion est importante, elle donne aussi le liant pour la société, elle lui donne de l'espoir, elle lui donne cette volonté, cette motivation, cette inspiration, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit instrumentalisée politiquement pour embrigader les gens, et ça serait une erreur fatale. Je vois. D'ailleurs, entre parenthèses, Ouais. pour revenir sur ce que je vous disais en Occident, Mhm. ce sont les excès de l'Église catholique qui a fini par entraîner d'abord l'émergence du protestantisme en 1517 avec Martin Luther, qui a créé ce schisme, mais ensuite l'Église a été refusée en tant que telle. D'ailleurs, dans le protestantisme, il n'y a pas d'église avec un grand E, il n'y a pas le pape. Ce sont des petites églises disséminées. Donc, voyez les excès de l'Inquisition, par exemple, catholique, a entraîné le refus de la religion, d'abord de l'Église et ensuite de la religion, qui a fait que l'Occident aujourd'hui soit complètement athée et sans dimension spirituelle. Il en souffre, mais la faute est partagée par tout le monde. Mais docteur Djilali, mais ceci a donné aussi le siècle des Lumières qui ont fait avancer les sciences telles qu'on les connaît maintenant grâce aux philosophes qui sont passés par l'Europe au Moyen Âge, Oui, notamment, je cite, puisque je vois que docteur Djilali est très connaisseur des philosophes, de la philosophie en général, vous n'êtes pas sans le savoir, un certain peut-être le monde musulman, ce dont il a besoin maintenant, c'est de Baruch Spinoza, qui est un juif qui a été excommunié, excommunié. excommunié de Oui, sa communauté juive, bien tout sûr. simplement parce qu'il a décidé de remettre en cause le concept de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent maintenant ce qu'il nous faut, c'est un autre Spinoza du siècle moderne. Est-ce que c'est vrai ou pas? Notamment le monde musulman. Hein. Je vais vous dire, le monde musulman a une période, c'est le monde musulman qui a transmis à l'Europe le patrimoine de la pensée grecque. Mhm. La pensée grecque, les philosophes, Notamment à l'ère de l'Andalousie, avec des berbères comme Ibn Rushd, comme bien sûr, Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, mais oui, avec de grands savants, parce que, avec les Abbassides en particulier, la période oui, Abbasside, oui, après oui. les Amawiyin, ils commençaient à maîtriser la raison. D'ailleurs, il y avait des polémiques avec les Mu'tazila, etc., pour ne Oui, pas rentrer dans tous les détails. oui, oui. Mais c'est là où on a perdu la phase suivante, parce que autant Aristote que Socrate ou Platon ont été d'abord traduits en arabe pour être transmis au 10e, 11e et 12e siècle vers l'Italie. Et c'est l'Italie, à partir de là, où il y a eu la Renaissance à partir du 14e siècle. Mhm. Donc, c'est pour vous dire que l'islam a raté le coche à une période lorsqu'il a lâché la raison pour simplement la foi. Et le monde occidental, depuis la révolution moderniste, surtout les derniers siècles, il a lâché la foi pour attraper que la dimension matérialiste. Au bout de 5 siècles, le monde occidental est épuisé. Si vous voyez dans les philosophiquement, intellectuellement, comment dire, du point de vue métaphysique, métaphysiquement, Mhm. l'Occident est épuisé. Et c'est pour ça qu'on assiste à son déclin. Donc, ce qu'il faut, c'est associer la foi et la raison. Et là, on a besoin d'un bouleversement philosophique, d'un bouleversement métaphysique.
C'est extrêmement important. Et je pense qu'il faut avoir un œil de transcendance qui se détache exclusivement des formes religieuses pour voir la dimension spirituelle. Il faut s'adresser au cœur et non pas à ce qui est extérieur. Malheureusement, les musulmans d'aujourd'hui, ils s'intéressent à la barbe, au qamis, le blira, mais les valeurs elles-mêmes qui construisent la civilisation, ils l'oublient, ils ne connaissent pas. Mm. Donc voilà la grande révolution mentale qu'il faut opérer. Il faut sortir de ce conflit entre la foi et la raison. La raison, c'est ce qui nous gère, ce qui nous guide dans notre vie au quotidien, qui nous permet de maîtriser le monde autour de nous. La foi nous permet d'avoir cette transcendance et cette dimension dans l'au-delà que recherche aujourd'hui l'Occident. Si vous voyez combien il y a de tentatives avec, regardez combien de publications sur les EMI, les expérimentations de mort imminente, où on explique comment l'âme sort du corps, etc. Mais c'est une problématique qui est posée depuis très longtemps. Et ce conflit-là entre, au départ, l'Église en tant qu'institution religieuse qui s'est accaparée de Dieu avec la dimension profane matérialiste, ce conflit a écrasé les valeurs spirituelles. Mhm. Et donc, ça a fait que le monde est devenu totalement matérialiste. Il s'est coupé de toutes les valeurs morales, ce qui a donné le célèbre proverbe science sans morale n'est que ruine de l'âme. Et ça, c'est une grande philosophie derrière. Donc, juste pour replacer le cadre, les Algériens n'ont pas un problème de religion, ils n'ont pas un problème d'islam ou de croyance, ils ont un problème d'efficacité dans le monde d'aujourd'hui. Ils doivent être instruits, maîtriser l'informatique, les sciences de la technologie, le nucléaire, la mécanique. C'est ça notre problème. Et à partir de là, on va équilibrer. On va équilibrer entre la dimension affective, entre parenthèses, les Algériens sont de très grands sentimentaux. Hein. Nous avons une dimension affective excessive et on doit l'équilibrer avec la raison, on doit l'équilibrer avec notre besoin de sécurité à toute dimension et nos besoins physiques, énergétiques, c'est-à-dire alimentaires, de confort, etc. Si on arrive à proposer un projet de société qui soit complémentaire, je crois qu'on ouvrira une porte pour les générations à venir qui pourront vraiment être fiers et créer cette civilisation maghrébine qui peut devenir aussi un phare important. Voyez, dans le monde musulman, vous avez par exemple la Turquie, qui a été aussi extraordinaire hein, depuis la chute de l'Empire byzantin jusqu'à la chute du Khalifa. Comme vous avez l'Empire perse, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des musulmans. L'Afrique du Nord, ce ne sont pas des Arabes, même si nous avons en fait des dimensions arabo-islamiques, mais c'est nous qui avions aussi développé les sciences, nous avons développé toute une dimension de cette civilisation. Nous pouvons en faire une civilisation d'Afrique du Nord. Très bien. Donc, je vais fermer ce volet de la religion avec une question. Docteur Djilali, pensez-vous finalement que le développement peut-il se faire en imposant une religion à une société ou sinon, sachant que les sociétés les plus avancées dans ce monde, qu'on ne le veuille pas, ont toutes évacué le religieux dans les décisions de l'État? Puisqu'on parle du cas de la religion musulmane, si on se réfère pour un musulman, s'il se réfère au Coran, il y a un verset qui dit La ikraha fid din, pas de contrainte en religion. Il y a d'autres aussi, puisque Dieu, à travers le Coran, s'adressant à son prophète, alayhi salatu salam, il lui dit rappelle-leur leur origine, leur nature, la dimension divine, mais tu n'es pas là en tant qu'oppresseur. Malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu tellement d'interprétations. Vous savez que certains ulama se sont permis d'annuler les versets.
Par exemple, ce verset-là, ikraha fi din, pour un certain nombre d'interprétations du Coran, il est dit qu'il est abrogé. Et ce qui est incroyable, c'est que ces musulmans-là veulent abroger la partie de l'islam du Coran qui ne leur convient pas. Ils se sont arrogés ce droit-là. Donc, aucun pays, aucun État, aucun pouvoir ne doit imposer une croyance à un individu parce que sinon ça devient hypocrite. Ce n'est pas j'ai peur du policier ou j'ai peur de la milice, donc je vais faire semblant d'être un croyant alors que dans mon cœur je ne le suis pas. Ça, c'est munafiqun, ce sont des hypocrites. Et Dieu n'a pas demandé qu'il ait des hypocrites. Le prophète lui-même avait passé alliance avec des tribus non musulmanes, avec les juifs, avec d'autres, et il n'imposait pas la reconversion des autres religions. Al-Kitab, on les reconnaît totalement. Donc celui qui veut être chrétien par conviction, c'est son droit. Celui qui veut être juif, c'est son droit. Celui qui veut être ce qu'il veut, c'est Dieu qui juge et c'est Dieu qui punit. Mais l'homme n'a pas à s'interférer sur ça. Donc, bien entendu, quand la société majoritairement appartient à l'islam, il faut qu'il y ait le rite musulman national. Mais il ne faut absolument pas opprimer ou exclure ceux qui ne se sentent pas musulmans. J'aimerais bien fermer ce volet-là, si ce n'est la Kabylie, ces dernières années, au vu au su de tout ce qui surveille la Kabylie, je parle des camps militaires et enfin constitués, notamment les gendarmes, les policiers qui surveillent le moindre mouvement qui va dans le sens à organiser une association qui organise des cafés littéraires, etc. Mais ils ferment tout le temps les yeux sur un phénomène qu'on a vu ces 2 dernières années et que TQ5, on en a parlé souvent pour attirer l'attention, mais c'est les camps de vacances religieux pour les enfants de chaque daïra en Kabylie sous la bénédiction de Wizard al-Awqaf, de la division de Tizi Ouzou, qui organise, qui ramène des enfants, des filles hijabisées en Kabylie, en leur font des camps de vacances, qui me rappellent un peu quand j'étais enfant, des vrais camps de vacances, on faisait de la musique, on faisait du sport, etc. Donc, ma question pour M. Djilali, les enfants kabyles ont-ils droit à des colonies de vacances animées en kabyle et qui ne sont pas forcément religieux? Bon, mais est-ce que des camps de vacances sont interdits? Pourquoi d'autres associations ne s'organisent pas? Vous ne pouvez pas Je- interdire. ils sont surveillés. C'est-à-dire, dès le moindre café littéraire en Kabylie, le moindre association qui va aller dans le sens où on propage l'enseignement de Kabyle, etc., il aura affaire à des contraintes administratives, à des appels, ceci, cela. Mais par contre, les religieux, là, c'est incroyable. Vous n'avez qu'à voir TQ5, on en a couvert. C'est en grande pompe, avec les grands moyens. Et donc, on a fait des émissions par ça. Ça s'est passé uniquement ces 2 dernières années. Hein. Donc, c'est inquiétant parce qu'il y a beaucoup de Kabyles qui disent que, où est-ce qu'on va comme ça? C'est comme si la Kabylie veut la kabyliser à tout bout de champ. C'est-à-dire, ça, c'est pas mon point de vue. Là, je vois dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de Oui, Kabyles oui. qui sont inquiétés par rapport à ce phénomène. Je vous invite, monsieur Djilali, ton candidat, de faire une petite enquête et pour commencer, voir les 2 reportages qu'on a fait par rapport à ça, parce qu'on a montré des vidéos, des images, des témoins Oui. qui ont parlé de ça. Donc, c'est un peu Bon, étonnant. je pense qu'il y a très probablement ce type de rassemblement un peu partout à travers le territoire national et surtout, je vais vous dire, par exemple, Tariq al-Rahmaniya est très développé en Kabylie depuis toujours. Ouais. Maintenant, est-ce que ces enfants sont obligés? Je ne sais pas. Est-ce que leurs parents. Mais, Moi, ce que je peux vous dire, c'est mais il que n'y a pas, il y a pas que ça normalement. Normalement, les enfants, ils ont oui, droit à la science, à la technologie, bien sûr, à l'intelligence artificielle. absolument. Ils font pas ça, ils font que dans le religieux. Et ça, c'est C'est un. inquiétant. Et ce n'est que récemment, la Kabylie, avant, Oui. elle n'a pas connu ce genre de choses. C'est comme Bon, si sincèrement, vous venez yani, de m'apprendre ça, mais je passe presque chaque année des vacances en Kabylie. J'ai été sur le bord, dans le littoral sur Béjaïa. Euh,
J'étais en vacances sur le littoral de Bjaya, à Tizi Ouzou, dans plusieurs zones. Je n'ai pas vu de phénomène particulier. Mais maintenant, il se peut qu'il y ait des choses que je ne connais pas. Monsieur Djilali, Euh, je vais vous envoyer oui, pratiquement chaque daïra en Kabylie, elle est dotée de grands moyens pour rassembler des enfants. On dirait que c'est Kaboul à un moment donné, des petites fillettes belles avec des hijabs. Alors les Kabyles, les filles Kabyles, c'est des robes Kabyles en général. C'est comme s'il y a une volonté étatique à pousser dans ce sens-là pour je quelque chose comprends. qu'on ignore, qu'on ignore. Et ça, j'aimais bien, vous-même, en tant que candidat aux élections présidentielles, allez-y en Kabylie, avec ce que je vais vous envoyer, faites votre propre recherche, vous allez voir, c'est pas, En tout cas, ce n'est même pas de notre propre terroir kabyle, comme vous dites, en Rahmani, etc. C'est quelque oui, chose d'importé de l'extérieur. d'accord. Oui. Bon, je comprends, mais en tout cas, il faut que la société s'organise. Et c'est les parents aussi, est-ce qu'ils envoient ou ils n'envoient pas leurs enfants? Ils ont Il faut, leur part de responsabilité, malheureusement, mais et encore oui, une fois, le système mais à l'échelle je vais vous dire, algérienne, il y a des oui. phénomènes. Vous savez, la Kabylie, je pense, elle a aussi une dimension religieuse importante et conservatrice. Et il y a des franges qui sont aussi provocatrices. Par exemple, beaucoup de gens ont peur de la dimension. Il y a beaucoup d'alcool dans certaines régions. Il y a des groupes qui vont consommer de l'alcool dans des zones de forêt. D'ailleurs, il y a des problèmes qui en découlent. Donc, je ne sais pas, il y a un malaise, très probablement. Moi, j'ai été à chaque fois en Kabylie, j'ai fait par exemple des conférences dans des clubs littéraires, des cafés littéraires, j'ai présenté mes livres, on discute librement. Maintenant, est-ce que ces toutes dernières années, il y a une crispation? Je ne saurais pas vous le dire. Depuis Mhm. le Covid, moi-même, j'ai fait peu de déplacements. Je ne Mhm. sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il faille généraliser systématiquement. Il y a peut-être des regroupements, c'est possible, mais si les parents demandent ça, vous ne pouvez pas leur interdire. Parfois même dans des forêts, à Dra Al-Mizan par exemple, des forêts, on Oui, les ramène avec des méchouis, avec des trucs, et puis l'enfant des leçons d'endoctrinement, et ça au vu, au su des gendarmes. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك وزد في وجوه النور والسرور. آمين. أشبال القرآن مسجد الرحمة ذراع ميزان بلاد القبائل. إن المثل القرآن تمرت القبائل ذراع ميزان مسجد الرحمة. على سنة أجدادنا القبائل والمغاربة في القرآن وتعليمه وتحفيظه. هذا اليوم خرجة جميلة مباركة هنا في البحيرة في ذراع ميزان السد البارج يقولوا له بارج الله يبارك. مع وجبة غذاء مباركة لحم على الجمر مع طاقم الطبخ. De trucs, alors que je vous dis, la moindre action qui va dans le sens de la oui, promotion de la langue kabyle, la mazir d'une façon générale, tout de suite, elle est prise en considération. Par exemple, l'école, il y a une école privée qui est à Khamt Mousni, qui a été mise en place pour enseigner un peu les sciences, la technologie, le kabyle, etc. Et ben, il y a eu beaucoup de problèmes d'autres administratifs. Et c'est ce qu'on ne voit pas avec les salafistes là, qui sont en train d'activer aux yeux et aux vues de tout le monde, notamment des autorités étatiques. C'est ça ce qui est inquiétant, qui oui. inquiète beaucoup de Kabyles. Oui, Je n'ai pas vraiment de réponse parce que je connaissais. Donc, je ne peux pas m'avancer, mais une chose, je peux vous dire. Euh, la question, par exemple, de la séparation de la religion avec l'État. Vous oui, savez que certains partis, par exemple, voulaient qu'il n'y ait plus la mention l'islam est religion d'État, oui, n'est-ce pas? Moi, je pense que tant que l'État national, qui est quand même intégrateur et qui garde en main la religion, il évite les dérapages. Parce que si l'État sort complètement de la gestion religieuse, vous allez avoir l'envahissement de groupes hors État. Par exemple, en France, les gens s'organisent comme ils le veulent d'un point de vue religieux. Mais ensuite, l'État français est obligé d'infiltrer et d'essayer, ils arrêtent, ils expulsent des imams, etc. Dans le cas de l'islam, puisque les autres religions sont pratiquement éteintes. Mais en Algérie, il y a eu ce laxisme un moment. N'importe qui devenait imam, n'importe qui faisait la prière à la mosquée. Et c'était surtout des groupes qui imposaient leur discours.
Ça, c'est dangereux. Tant qu'il y a l'État avec ses structures, avec l'aspect sécuritaire, on peut imaginer que le contenu n'est pas subversif d'un point de vue religieux. Mais ça, ce n'est qu'un commentaire, mais je ne connais pas le dossier précisément pour aller plus loin. Oui, il n'est pas subversif, mais aussi à long terme, c'est subversif parce qu'on est en train de voir que les décideurs, là, ils sont en train de donner sur un plateau d'argent à ces salafistes qui sont en train de prendre un peu toutes, pratiquement, des télévisions, le trop-plein. Même Amin Zawi, l'écrivain qui n'est pas kabyle, l'écrivain, il est connu, Amin Zawi, il ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Il y a un trop-plein religieux dans la société qui fait que Oui, la société mais n'avance ça, pas parce que, mais, voilà. mais c'est Rachid, ce n'est pas un problème être kabyle ou pas kabyle. Oui. Vous Ça, avez des Kabyles qui non, non, sont parce que peut-être pourquoi je laïcs. dis Kabyle souvent qui dénonce, mais pour une fois, quand je vois des Amin Zawi, Oui, ou comme vous, maintenant, là, oui, ça me fait plaisir parce qu'il faut oui, multiplier les initiatives qui oui, vont nous c'est extirper ça. de ce Mais danger-là. je voulais vous dire, une Oui. société qui a souffert, notre société est une société souffrante. Hein, Mm. elle a eu beaucoup de drames. Donc, elle peut développer des pathologies. Et cette pathologie, elle s'est développée. L'islamisme politique, l'utilisation politique de l'islam, ça s'est développé partout, que ce soit dans le sud, le nord, l'est, l'ouest, et en Kabylie aussi. On a eu des dirigeants kabyles dans les mouvements terroristes. Mm. Donc, ce n'est pas un problème kabyle et non kabyle. Bien sûr qu'une partie de la Kabylie qui se veut moderne, qui se veut ouverte au monde, n'accepte pas le comportement conservateur. Mais le conservatisme existe partout et il faut faire avec, il fait partie de notre société. Nous sommes, vous le savez très bien, politiquement, tous les pays dans le monde se divisent à peu près en deux grandes catégories. Il y a un mouvement progressiste qui veut le changement, qui veut la modernité, qui veut opérer des évolutions. Et vous avez le conservatisme qui peut aller au conservatisme religieux ou identitaire, parce que le conservatisme religieux, c'est un retour au passé dans la dimension spirituelle, puisqu'ils ont l'impression que si on revient au temps du prophète, tous les problèmes vont se régler. C'est comme tous les retours en arrière où on a besoin, parce qu'on est dans l'insécurité, on a besoin de revenir au foyer initial, qui peut être aussi identitaire. Donc c'est là où il faut inverser la situation. Il faut accepter nos composantes de base et s'ouvrir vers l'avenir pour construire quelque chose de nouveau tous ensemble, sans renier notre passé religieux, notre passé identitaire, notre passé culturel. Et c'est avec ça qu'on va intégrer le monde moderne en nous pour construire quelque chose de solide et qui dure dans le temps. Algérie, qui est-ce qui a créé le salafisme djihadiste en Algérie? S'il n'est pas venu de l'Algérie, hein, il est venu de l'extérieur. Si vous ne contrôlez pas les mosquées, vous ne contrôlez pas le discours religieux, il y aura des dérapages. Lorsque votre société sera dans un niveau supérieur, à ce moment-là, vous libérez la religion. Mais là se pose l'autre aspect. Il ne s'agit pas de dire, vous n'utilisez pas la religion dans la politique, mais l'État utilise la religion. Là, Ouais. non, l'État doit être un garde-fou pour donner une éducation générale pour tout le monde sans employer la religion au profit des gouvernants. C'est là où il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas annuler l'État par rapport à la religion, c'est annuler les jeux politiciens par rapport à la religion. Pourtant, la Turquie n'a pas cet article. C'est un pays laïque et passe parmi les pays musulmans les plus développés, n'est-ce pas? Oui, Il n'a mais pas cet article. vous Oui, connaissez très bien parce qu'il y a eu la révolution de Atatürk, oui, Mustafa Kemal, et qui a laïcisé par la force. Il était le mouvement Atatürk des révolutionnaires, les jeunes Turcs, était très, très imprégné de l'idéologie des Lumières. Et il voulait refaire la Révolution française. Comme la Révolution française a été anticléricale, lui aussi, il a été anticlérical puisque à ce moment-là, il y avait le califat.
était chez les Ottomans. Mais il y a eu des passages extrêmement violents en Turquie. Et voyez, après la violence, si vous allez sur les grandes villes, vous allez à Istanbul, vous avez des quartiers immenses où vous allez trouver les femmes en tchador que vous ne voyez plus en Algérie. En Algérie, ce sont des jeunes filles qui portent souvent un foulard, mais avec des tenues beaucoup plus modernisées. En Turquie, vous allez à Istanbul, ce sont les grandes robes noires qui traînent par terre. Et donc, ce n'est pas par des décisions de pouvoir par l'État que vous allez changer la mentalité des gens. Par contre, des aspects très positifs en Algérie, vous voyez à la sortie de l'université, vous allez trouver des groupes de jeunes filles, l'une en hijab et l'une sans hijab, et aucune n'accuse l'autre de quoi que ce soit, elles sont amies. Alors qu'en France, et j'imagine dans d'autres pays, il y a une très grande tension entre celles qui portent le foulard et celles qui ne le portent pas. Donc, nous avons besoin de créer une société tolérante qui accepte tout le monde. Celle qui veut porter le hijab, il faut la laisser. Celle qui ne porte pas le hijab, il faut la laisser. Et ça, c'est important. Et celui Et qui ça, fait, c'est une et éducation. celui qui veut pas faire le carême, il faut le laisser, n'est-ce pas? Oui, mais Voilà. lui, qu'est-ce qui lui est demandé? De respecter les autres, de ne pas les Voilà. provoquer. Il rentre chez lui, il mange chez lui. C'est son problème. Mais il ne faut pas qu'il en fasse un acte politique pour provoquer ceux qui font carême. Parce que nous avons une société encore conservatrice. Personnellement, moi, je fais carême. Ça ne me dérange absolument pas que quelqu'un vienne manger à côté de moi. Parce que moi, ne pas manger, c'est une affaire entre moi et Oui. mon bon Dieu. Mhm. Hein. C'est une affaire qui me concerne. Maintenant, si quelqu'un veut manger, ça ne me touche pas. Mais ça, tout le monde n'est pas forcément encore à ce niveau de conscience. Il ne faut pas obliger, il ne faut pas provoquer la société. C'est Et, comme quelqu'un qui va provoquer celui qui dit je tiens à mon identité, je parle kabyle, il va venir lui dire tu n'as pas le droit de parler kabyle parce que le Coran est en arabe. mhm. Vous comprenez la situation? Oui, oui. Acceptons-nous comme nous sommes. Nous Mhm. sommes frères. Moi, j'adore, j'ai de la famille en Kabylie, j'ai des amis, j'ai grandi dans un milieu à Alger, il y avait beaucoup de Kabyles. Mes plus proches amis sont Kabyles. Mes collaborateurs à Djil Jadid aussi sont Kabyles, qui parlent tamazight. Je suis fier d'eux. Donc, Mhm. on peut être unis, fraternels entre nous et on construit quelque chose ensemble et non pas en accusant l'autre d'être ce que nous ne sommes pas. Très bien. Juste par rapport à Ramadan, à Dubaï, à Abu Dhabi, à Istanbul, les gens en plein Ramadan, ils mangent à midi dans les restaurants. Juste pour vous dire, on espère voir un peu un jour un autre pays vivre dans la diversité à la fois Ça, linguistique. Oui, oui, ça viendra, ça viendra. Vous savez, la société algérienne est en train d'évoluer. Elle évolue beaucoup, oui. hein, puisque j'en ai parlé, j'ai fait un livre qui s'appelle La société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. C'est le titre. Où j'ai parlé, je l'ai publié en 2017. Et j'ai dit, par exemple, que dans les rapports entre les hommes et les femmes, il y a une évolution exceptionnelle en Algérie. C'est une société qui est en train de s'ouvrir. Il y a eu une instruction de masse pour les filles. Les filles accèdent au travail. Elles ont des difficultés. Elles vivent des fois des rapports difficiles dans des milieux masculins, parfois misogynes. Mais globalement, il y a une évolution de la société. Nous sommes en train de sortir d'une société traditionnelle, vieille, conservatrice, mais nous n'avons pas encore décidé où est-ce que nous devons aller. Et là, il y a un trouble. Donc, ceux qui tiennent à la morale, ils ont peur, ils ont l'impression qu'on va aller, on va devenir comme l'Occident, où le libertinage est permis, etc. Donc, il y a des peurs dans la société. Et si vous voulez la diriger, la faire évoluer, il faut lui expliquer, il faut parler à ce peuple, il faut lui montrer les points faibles, les points forts, il faut lui expliquer les complexes d'où ils viennent, pourquoi on a des rapports aussi compliqués entre nous, etc. C'est la prise de conscience qui vous résout les problèmes. Lorsqu'on s'entend, lorsqu'on se comprend, eh ben c'est fini, il n'y a plus de la méfiance. Mais si on ne se comprend pas, on se méfie les uns des autres. Et je pense que l'Algérie est en train de bien évoluer. Et on l'a vu, l'image du Hirak, pour revenir
à la fin de notre entretien Ouais. avec le Chirac, c'était de fabuleuses images où on voyait les hommes, les femmes avec hijab, sans hijab, âgés, jeunes, des médecins, des barbus, des qamis, tous ensemble. Tous ensemble, on voulait le changement, on était fraternels, on était euh, portés par un optimisme. Et c'est ça l'Algérie nouvelle, l'Algérie qui est en train de se construire. Bien sûr, on draine aussi les stigmates du passé, les cicatrices mal fermées, les blessures encore ouvertes. Il y a tout ça est en nous. Mais c'est un pays qui est en train de sortir petit à petit de la grave crise dans laquelle il s'était enfoncé. تيمسلينا كاين دكتور سفيان جيلاني نوسا تاكاران تدويل تاكين اللي سنان نيداس غفوطاس نتمثال اني غيانان هكا كاين انيانان سيفرين كاين تسلويتي دي تسدون سوسيدي جو لاس سفيان جيلاني دير سي ديرني مو. Mon dernier mot, je crois que j'ai beaucoup parlé déjà, mais je remercie vraiment Serachid. En tout cas, je remercie profondément la chaîne TQ5 TV. Je vous encourage parce que vous voyez, vous vivez au Canada et pourtant votre cœur est attaché à l'Algérie. Et ce sont des millions d'Algériens qui sont dans le monde, qui vivent peut-être mieux d'un point de vue matériel, d'un point de vue professionnel, mais qui ont mal à cet endroit-là qui s'appelle l'Algérie, qui est dans leur cœur. J'ai vécu aussi l'exil pendant un certain nombre d'années et je sais ce sentiment, je le connais, malgré toutes les difficultés que nous avons dans ce pays, malgré les manques, malgré les problèmes que nous vivons, malgré tout, on aime tous cette Algérie, chacun à sa manière, mais à force d'aimer ce pays-là, ce pays va émerger par la force de cet amour-là. Merci à votre chaîne et j'espère qu'elle va encore se développer. Et peut-être, Inch'Allah, vous aurez cette chaîne-là à Alger avec les mêmes thèmes et vous défendrez vos idées ici, dans votre pays. هكا سيمسلينا كاين دكتور سفيان جيلاني إثيكت نظن ذا السلواي نو كافار ثاسوثا ثمينوث الجيل الجديد مازال نسعورين فقاونا ديال الحنكة مدام نعمسا زبيدة عسول يو سي بي في كدا وليت وكنس نخدم امس تدوينيت عمريت مختار وكادي ديس كان ما نسم باللي غاد هذه لين يذي بوسانا كي تسدون دغني وياض ما بغان ولا تبون عبد المجيد ما يبغى يخدم الانترفيو ما الا تي كيو 5 تي كورا تي كيو 5 لديت سيان مليل ذو ما نظن دي سنت نظن ندير قيمه ذي ثالوث